Partie 3. Le couple exclusif ou non exclusif dans la culture. Afin d'inscrire cette recherche dans son temps, nous procéderons, dans le premier chapitre de cette partie, à une socio-historisation du couple. Antoine Savoy. C'est-à-dire que nous entrelacerons l'histoire à la sociologie afin d'éclairer nos connaissances actuelles par l'étude du passé. Si nous joignons un chapitre socio-historique à cette thèse, c'est parce que nous considérons que notre lecture historique de la coupalité déterminera fatalement l'ensemble de nos positions épistémologiques, manière de lire nos données cliniques et objets d'analyse ultérieurs. Aussi, plus en lien avec notre objet de recherche, ceci nous permettra d'obtenir une représentation relativement équivalente de ce qu'est un couple au XXIe siècle au vu de ses différentes révolutions ou évolutions en ce qui concerne l'exclusivité. Cela nous permettra aussi d'argumenter en quoi le couple contemporain est une construction postmoderne. À l'issue de ce chapitre, au regard de nos explorations, nous serons alors amenés à postuler que le sujet du couple contemporain possède des caractéristiques spécifiques et inédites en ce qui concerne son économie psychique notamment. C'est à cet effet que nous définirons le profil de ce sujet, profil que nous nommerons le pur sujet swaïque. Nous postulerons, à ce titre, que la non-exclusivité est pour lui une configuration relationnelle congruente avec ses aspirations. En particulier celle d'obtenir, via la sérialité relationnelle, un comblement narcissique, lui qui, probablement, souffre justement de souffrances identitaires narcissiques. Étant donné que la dimension institutionnelle tiendra une place certaine dans cette partie, Nohan Cunin vous présentera, dans le chapitre 6, mon postulat, d'après lequel le couple n'est pas une institution, mais un champ relationnel. En somme, nous interrogerons si le contexte socio-culturel actuel favorise l'émergence de conduites non exclusives et ou si ce contexte s'adapte à une aspiration nouvelle du contemporain, celle de s'inscrire dans des relations externalisées. Chapitre 5. Exclusivité ou non-exclusivité coupable à travers les époques. Les questions qui s'opposent à nous, à ce stade de la recherche, demeurent: quelle histoire se cache derrière ce terme commun, mais non moins vaste de couple? En quoi la socio-historisation du couple peut-elle nous éclairer sur ses caractéristiques? Comment la dynamique du lien intersubjectif s'est-elle présentée au fil des époques? Quels étaient ses enjeux? Dans quelle mesure cette relation, souvent dyadique, conduit-elle à des relations, des processus de liaison psychique qui lui sont propres? Et, surtout, comment l'exclusivité fut appréhendée par les partenaires au fil des époques? Afin de répondre à ces interrogations, nous procéderons à une exploration chronologique des façons dont les sujets se lient à travers les époques. L'enjeu reste de saisir si le couple est une modalité de liaison ayant toujours existé et, si oui, sous quelle forme. Sous-partie 5.1 Préhistoire. Nous situerons, historiquement, la préhistoire en environ moins 3 millions d'années avant Jésus-Christ et moins 3500 ans avant Jésus-Christ, date de la naissance de l'écriture. Le fonctionnement affectivo-utilitariste du couple primitif. Les sciences humaines et les manuels d'histoire n'ont que peu d'informations sur les débuts des relations de couple, même si les mythes anciens apportent quelques connaissances à ce sujet. Ils regorgent de premiers couples triviaux. Il y a aussi le couple biblique d'Adam et son sous-produit Ève, couple iconique exclusif. Il reste à déterminer puisqu'une troisième femme habitait ce couple, Lithilt. Selon certaines légendes juives, Lithilt était la femme d'Adam, issue de Glaise et créée en même temps que lui. Elle se considérait comme l'égale d'Adam et refusait de se soumettre à lui. Au lit, elle rejetait la position de missionnaire, mais Adam ne voulait rien entendre. C'était lui le chef, point final. Citation de Patrick Briel. Une question se pose. Avant ces mythes, à l'époque préagricole des chasseurs-cueilleurs, du paléolithique, jusqu'au bouleversement du néolithique avec l'apparition de l'agriculture, la femme et l'homme vivaient-ils en couple exclusif? Le paléolithique. Avant l'essor de la sphère agricole, l'Homo erectus, notre plus ancien ancêtre, s'organisait probablement, d'après Ryan et Jota, sur le modèle gorille, où le mâle dit dominant défendait son territoire sexuel, harem de femelles, des autres prétendants. En somme, le chef de clan devait les posséder toutes. L'humain reposait, à l'origine, sur le modèle polygénique. L'accouplement revient au plus fort, laissant les autres bien en reste. Il n'est donc pas question de couple tel que nous l'entendons de nos jours. L'exclusivité coupale serait ainsi relativement absente. Ryan et Jota. Progressivement, avec l'essor des chasseurs-cueilleurs du paléolithique, le régime des relations humaines mute puisqu'il fait naître la collaboration dans la communauté. Hommes et femmes se fréquentaient, sans doute, mais surtout pour besogner. Ainsi, la dimension utilitaire prévalait. En ce qui concerne la dimension intersubjective, la suprématie diligentait, sans doute, d'ores et déjà les rapports. Malgré ce que les théoriciens évolutionnistes supposent, à savoir qu'une relative égalité existait entre les hommes et les femmes, le doute demeure en sciences sociales. Ceci pour deux raisons. Premièrement, les travaux sur la division sexuelle du travail, ils supposent que l'homme chassait et parfois cueillait, et où la femme cueillait mais ne chassait probablement pas. Cela suppose un rapprochement de l'homme et de la femme sous l'égide de l'autorité de l'un sur l'autre. Deuxièmement, en appui sur les travaux de Françoise Héritier,
Nous supposons que même s'il n'est pas dit que les sociétés primitives de chasseurs-collecteurs contemporains s'organisent de la même manière que les chasseurs-cueilleurs archaïques, leur mode d'organisation comporte probablement des similitudes avec nos ancêtres, en ce qui concerne la structure des liens hiérarchiques hommes-femmes. Chez la plupart, la domination masculine prime. En parallèle de ces activités propres à la survie du groupe, où femmes et hommes se partageaient des tâches, émergea, au Paléolithique, ce que je nommerais le couple archaïque. Il se caractériserait, sur le plan intime, à un accès aux femmes plus communautaire. L'ensemble des hommes peuvent accéder à toutes les femmes. Ce n'est plus le privilège d'un seul. Peut-on, néanmoins, parler de couple non exclusif dans ces circonstances? Ne serait-ce pas se précipiter dans le syndrome des pierres à feu, Ryan et Jota, consistant à projeter dans des époques révolues nos traits culturels contemporains? Afin d'éviter cet écueil, peut-être serait-il plus ajusté de parler de l'existence d'un communisme sexuel primitif, comme le propose l'anthropologue Emmanuel Todd. Une fois encore, l'exclusivité ne semble pas être le corollaire du couple archaïque. Concernant le mode de vie de ces communautés des chasseurs-cueilleurs, les anthropologues ne partagent pas le même avis sur la question des relations hommes-femmes. Pour les uns, hommes et femmes avaient deux styles de vie bien distincts, formant peut-être même deux sociétés relativement séparées, se tolérant l'une et l'autre. Pour les autres, en particulier depuis Histoire du mariage, une conclusion antagoniste a émergé. Elle admet l'existence de familles nucléaires primitives. Ce modèle serait l'unité de base des sociétés des chasseurs-cueilleurs, Emmanuel Todd. À partir de là, la famille considérée comme une structure sociale le demeura tout au long de l'histoire de l'humanité. Bien que cela tombe sous le sens, précisons qu'il est peu probable que la dimension affective soit à l'origine du rapprochement des sujets à cette époque. La dimension utilitariste, acquisition de biens matériels et survivance, prévalait sur ce choix. Le néolithique. Il marque un virage dans l'histoire humaine avec l'apparition de l'agriculture. Les modes de relation changent considérablement. Nous passons d'une logique de partage et de mutualisation à une logique d'exclusivité et de privatisation. On cueille dans son champ pour soi. Cela affectera, entre autres choses, les relations sociales, familiales, sexuelles et spirituelles. Cela invite-t-il à l'émergence de couples davantage exclusifs? Il prête à supposer que l'homme possédait plusieurs femmes et que les femmes étaient visitées par plusieurs hommes. Le néolithique ne serait donc pas adjoint à une logique d'exclusivité. Ces considérations restent, cependant, historiquement peu référencées. L'item suivant, sur la dimension sexuelle primitive, nous permettra sans doute d'y voir un peu plus clair sur ce type de lien qu'hommes et femmes entretenaient. Pour l'heure, considérons que la dimension sexuelle était l'enjeu central du lien homme-femme parce qu'il permettait d'assurer la reproduction de l'espèce afin d'installer son pouvoir dans la communauté. Item 5.1.2 La dimension sexuelle chez le couple primitif. Chez nos ancêtres primitifs, la théorie évolutionniste et les anthropologues suggèrent que la sexualité était au cœur des relations hommes-femmes, mais quelle fonction occupait-elle? La sexualité était sans doute essentiellement à visée reproductive et non affective ou orgasmique. Le récit classique de l'évolution de la sexualité repose sur l'idée que le mâle et la femelle procédaient à des estimations croisées, quant aux prédispositions génétiques de l'un et l'autre, si ce n'est à l'évaluation des ressources dont le partenaire disposait pour assurer la reproduction de l'espèce. Ainsi, le choix de l'homme était prétendument déterminé par le jeunisme de sa partenaire, supposant une fertilité qualitative et une bonne santé pour accueillir des enfants sans épuiser ses ressources. Il en irait de même pour celui de la femme, même si les motifs divergent, puisqu'elle attend de lui de nombreuses années de procréation et qu'il n'ait pas d'enfant pour épuiser ses ressources. Il doit vouloir et pouvoir subvenir matériellement à ses besoins matériels, surtout pendant la grossesse et l'allaitement, Ryan et Jota. Ainsi, si chacun répond aux critères de l'autre, ils forment un lien de couple à long terme. Ce postulat concernant l'évolution de la sexualité humaine suppose qu'une relation de couple existait dès les premiers âges de l'humanité. Pour des motifs sexuels et reproducteurs, certes, mais dont l'organisation serait monogamique exclusive. N'est-ce pas étrange que nous projetions sur nos ancêtres primitifs des modèles culturels si occidentalisés? La sexualité s'adjoindrait-elle, dès la préhistoire, au principe d'exclusivité? Si l'on poursuit le récit classique, la raison serait simple. Si l'homme est non exclusif, la femme risque de voir ses ressources s'amoindrir, ce qui menace sa progéniture et ses possibilités de reprocréer. Si la femme l'est, l'homme n'aura pas la certitude que son enfant est le sien, car il n'a pas, j'ouvre les guillemets, le privilège exorbitant d'enfanter, fermez les guillemets, héritier et bâcheran. La suite de notre écrit propose de nuancer ceci. Pour justifier cette éventuelle monogamie archaïque, Hélène Fischer, anthropologue, parle d'un contrat sexuel. En contrepartie d'une sexualité unique et durable avec sa partenaire féminine, l'homme offre biens, services, sécurité à sa femme. Ce contrat se transformerait au cours de l'histoire mais resterait inscrit dans le patrimoine du couple.
Durant la préhistoire, cela se matérialisait par le fait d'apporter de la nourriture, de proposer un abri à sa partenaire, alors que durant le 19e siècle, par exemple, cela passerait par le fait de gagner de l'argent pour subvenir aux besoins du foyer. Le fond de ce contrat, proposé par Hélène Fischer, demeure de réunir les conditions favorisant la reproduction en vue d'obtenir le plus de descendants possible. Ainsi, cette théorie évolutionniste repose sur l'idée suivante, ouvrez les guillemets. Une femme échange ses services sexuels contre l'accès à des ressources, fermez les guillemets, Ryan et Jeta. Cette théorie de Fischer est probable en ce qui concerne d'hypothétiques relations privilégiées entre deux membres de la communauté. Elle est moins crédible en ce qui concerne une exclusivité sexuelle concrète entre partenaires. Au mieux, nous pouvons postuler qu'une forme primitive d'extraconjugalité existait à la préhistoire. À l'époque des chasseurs-cueilleurs, c'est la communauté, le groupe qui prédomine. Une forme de partage sexuel pouvait très bien exister à l'image de leur mode de cultivation, de répartition des tâches se voulant mutualiste et communautaire. L'égalitarisme, comme mode de fonctionnement des sociétés de chasseurs-cueilleurs, a une raison. Ouvrez les guillemets. Le partage institutionnalisé des ressources et de la sexualité répartit et minimise les risques, garantit que la nourriture ne sera pas gaspillée dans un monde sans réfrigération, élimine les effets de l'infertilité masculine, favorise la santé génétique des sujets et assure un environnement social plus sûr pour les enfants comme pour les adultes. Loin de tout romantisme utopique, l'égalitarisme pratiqué par les chasseurs-cueilleurs était tout simplement plus efficace. Fermez les guillemets. Ryan et Jeta. Quoi qu'il en soit, cette approche anthropologique démontre que les hommes entretiennent un rapport quantitatif à la dimension sexuelle, recherche effrénée de multiples partenaires afin d'engendrer un maximum, tandis que celui des femmes serait qualitatif, trouver un homme ayant des ressources physiques et matérielles assurant procréation, sécurité et protection. À ce stade de l'évolution de l'espèce humaine, la dimension de plaisir n'est probablement pas l'objet central conféré à la sexualité. Il n'en demeure pas moins qu'une forme d'excitation existe et est souhaitable pour la préservation de l'espèce. Chez l'homme, elle serait constante. Chez la femme, elle serait rythmée par le cycle d'ovulation. L'accouplement dépend donc de la fertilité de la femme. Comme le font remarquer Ryan et Jeta, l'humain mâle est l'unique vertébré à ne pas pouvoir percevoir les signes que la femelle est en période d'ovulation. Ouvrez les guillemets. La grande majorité des autres mammifères femelles annoncent quand elles sont fertiles et ne sont manifestement pas intéressées par les rapports sexuels à d'autres moments. L'ovulation cachée serait une exception humaine. Fermez les guillemets. Cette piste pose la question. Pourquoi les femmes ont-elles des rapports sexuels en dehors de leur cycle? Mais plus encore, elle permet d'ouvrir la voie à deux pistes interférentes expliquant les motifs pour lesquels l'humain accorde une si grande place à la quotidienneté d'une activité sexuelle au sein du couple, même aujourd'hui. La première est socio-anthropologique. Notre espèce a appris, à force de coercition, d'éducation, d'ostracisme, à contrôler son excitation. Plus les époques ont avancé, plus des normes préventives furent érigées pour la réguler, dit Michael Balint en 1957. Dès lors, l'homme put pratiquer régulièrement une activité sexuelle exclusive ou non exclusive, car il sut dompter l'excitation s'y adjoignant. La seconde piste, notre espèce est sans doute dès l'origine hypersexuelle et donc plus susceptible d'être non exclusive. Ryan et Jeta. En résumé, il ressort de cette époque que la sexualité était une préoccupation au sein de la communauté. Elle se présentait, sans doute, comme un enjeu de pouvoir, voire de domination. Il prête à penser qu'elle était principalement envisagée dans sa dimension procréative et que cet enjeu nécessitait l'élaboration de stratégies particulières, surtout de la part des femmes. La dimension affective, quant à elle, était probablement sous-investie, voire inexistante, dans le rapprochement des sujets, puisqu'elle ne revêtait aucun intérêt social, si ce n'est filial. De même, la sphère du plaisir était sans doute absente dans les motifs d'accouplement. Enfin, la dimension utilitariste, soit le fait de s'associer à autrui pour survivre, pour préserver ou augmenter son confort matériel, si ce n'est pour s'élever socialement dans le clan, elle, est probablement fort présente, particulièrement vis-à-vis de la collecte de denrées pour le clan et la famille, ou par rapport à l'acquisition de biens privés au néolithique permettant la survie de la famille archaïque Emmanuel Todd. Cependant, l'exclusivité coupale, durant la préhistoire, ne semble pas être légion, au contraire. Sous-partie 5.2 Antiquité. Nous situerons l'Antiquité entre environ 3500 ans avant Jésus-Christ, date où naîtrait l'écriture, et 476, signant l'effondrement de l'Empire romain. Le fonctionnement affectivo-utilitariste du couple antique. Dans la Grèce classique, l'exclusivité est loin d'être le corollaire du couple. En effet, l'homme pouvait posséder quelques femmes pour bien des fonctions différentes. François Héritier, dans La plus belle histoire des femmes, rappelle que le citoyen pouvait être en couple simultanément avec plusieurs personnes. Une épouse, bien que respectée, allait cloîtrer dans le Sigynensé.
C'est une femme avec laquelle la conjonction sexuelle n'est pratiquée que dans la perspective d'avoir un enfant. Mâle, bien entendu. La concubine. Globalement, il s'agit d'une domestique résidant dans le logis. Les taïrs. Bien que ce terme pût prendre lexicographiquement parlant le sens de femme vénale, en ce temps-là, il n'en fut rien. Il s'agissait d'une femme instruite, voire éduquée, pouvant échanger avec les hommes sur les enjeux divers de cette intelligentsia. À cela s'ajoute qu'elle entretient avec les hommes des liaisons sexuelles. La dernière femme que l'homme pouvait fréquenter était la prostituée. Sa compagnie était uniquement requise pour les plaisirs de la chair. Ainsi, le couple n'avait rien de monogame durant la Grèce classique. En des termes triviaux, nous pourrions dire qu'il pratiquait un polyamour archaïque. Ce qui est à nuancer, car la question de l'amour conjugal est décorrélée de la coupalité. Ce qui prime en ce temps-là est davantage l'affectivité au sens d'amitié. La fidélité à l'ami jusqu'à la mort était considérée dans le monde antique comme une vertu civique. Ainsi, il s'agissait plutôt d'une relation apatride type sex friends archaïque. La non-exclusivité sexuelle chez les païens. Dans la société païenne, il est possible d'avoir des relations sexuelles et affectives avec différentes personnes tant qu'elles appartiennent à la sphère du vivant, ceci jusqu'au Nouveau Testament. L'exclusivité de cœur et du corps est pour ainsi dire absente. La notion de couple, à cette époque, est davantage à entendre comme un lien entre deux personnes ayant des activités sexuelles et parfois des intérêts communs, transmission de patrimoine, intérêts politiques, etc. Intérêts pouvant conduire au mariage. Notons qu'avant le second siècle, en Occident, il n'était pas légion de s'épouser, au contraire, et ce qu'importe la classe sociale du sujet. Cela s'avérait nécessaire seulement dans certaines situations. Ouvrez les guillemets. Le mariage, quand on se mariait, répondait à un objectif privé, transmettre le patrimoine aux descendants ou à des fils d'amis et à une politique de caste. De plus, toutes les classes sociales ne pratiquaient pas le mariage. Si l'on n'avait pas de patrimoine à transmettre, il n'était pas nécessaire de se marier, et, si l'on était esclave, il était impossible de se marier. On aurait tort d'imaginer que fréquents divorces et unions libres sont les privilèges et les vices des classes élevées, et que, dans les chaumières et les boutiques, la morale conjugale règne ordinairement. Fermez les guillemets, Paul Veyne. Émergence de l'obligation de fidélité. Au second siècle, conséquence de l'apparition du Nouveau Testament, le mariage transformera le paysage du couple antique sur le plan moral et sexuel. Moralement, ouvrez les guillemets. Il n'est plus question de laisser entendre que la mésentente peut régner entre les époux, puisque désormais le fonctionnement même du mariage est censé reposer sur la bonne entente et la loi du cœur. Fermez les guillemets, Veyne. Sexuellement, ouvrez les guillemets, les relations sexuelles se limiteront théoriquement au cadre conjugal. Toute la sexualité s'aligne sur la conjugalité et sur la reproduction, sur la nature. Ibid. Ainsi, le couple devient un espace institutionnalisé et la vertu de chasteté s'insinue, faisant du couple marital un espace clos où l'extraconjugalité est, supposément, condamnée. Le mariage peut se définir à ce moment-là comme un moyen pour l'homme d'acquérir un bien que la femme incarne, dimension utilitariste. Elle revêt une valeur économique permettant d'apaiser l'hostilité entre les groupes, familles et clans, car elle favorise la création d'alliances entre eux. Ainsi, ouvrez les guillemets, la relation globale d'échange qui constitue le mariage ne s'établit pas entre un homme et une femme, où chacun doit et chacun reçoit quelque chose, nous livre Claude Lévi-Strauss, mais, rouvrons les guillemets, elle s'établit entre deux groupes d'hommes et la famille figure comme un objet de l'échange, et non comme un des partenaires entre lesquels il y a lien. Fermez les guillemets. En somme, le couple marital d'alors est avant tout politique et utilitaire qu'affectif. Il permet d'accroître le patrimoine familial et de le perdurer grâce à la descendance. L'homme, le plus souvent, pouvait ainsi s'autoriser des expériences non exclusives avec plus ou moins de discrétion. Cela étant dit, qu'en est-il de son rapport à la sphère sexuelle durant l'Antiquité ? La dimension sexuelle chez le couple antique. Dans la société antique, romaine, grecque et latine, la sexualité était une chose, une pénétration, faite à quelqu'un d'autre. Véronique Mottier. Psychanalytiquement, elle pourrait être envisagée, à cette époque, comme une fixation sur l'acte plutôt que sur l'objet, par lequel la pulsion sexuelle tend à être satisfaite. Dans 3 essais, Freud disait que, ouvrez les guillemets, dans l'Antiquité, l'accent était mis sur la pulsion, alors que nous, il parle des modernes, le mettons sur l'objet. Dans les temps modernes, nous méprisons l'activité sexuelle en elle-même et ne l'excusons en quelque sorte que par suite des qualités que nous retrouvons dans son objet. Fermez les guillemets. Cela étant dit, demandons-nous, quelles étaient les caractéristiques de la sexualité antique ? La bisexualité antique. L'Antiquité primitive, précédant l'apparition de l'Ancien Testament, est réputée pour son rapport à la bisexualité. Effectivement, en ce temps, elle allait de soi, ouvrez les guillemets. Chacun dosait ses préférences et les historiens relataient si tel personnage avait un penchant plus marqué
pour l'un ou l'autre. Fermez les guillemets, Bain. Il n'y aurait pas une opposition, ouvrez les guillemets, de l'amour des femmes à celui des garçons. Elle a opposé l'activité à la passivité. Être actif, c'est être un mâle, quel que soit le sexe du partenaire passif. Fermez les guillemets. Foucault. Ainsi, les femmes sont des actrices passives, rouvrez les guillemets, sur la scène des plaisirs. Fermez les guillemets. Foucault. Là où les hommes sont, eux, des acteurs actifs. Autrement dit, les hommes sont les sujets de l'activité sexuelle, les femmes, elles, sont, ouvrez les guillemets, les partenaires objets, les figurants sur lesquels et avec lesquels elles s'exercent. Fermez les guillemets. Notons que par femme, Foucault nous instruit de ce fait, étaient entendus les femmes, les garçons et les esclaves. Cette bisexualité antique va disparaître progressivement en raison des coercitions issues de l'Ancien Testament comme, ouvrez les guillemets, l'inceste, la nudité, l'homosexualité, la sodomie, le coït pendant les règles de la femme. Fermez les guillemets, Jaspard. Comme l'étude de Foucault le démontre, dans l'usage des plaisirs, à l'inverse du Moyen-Âge, aucune institution ne régulait ou déterminait les conduites à tenir en termes de sexualité. En revanche, cela ne suppose nullement que cette question n'était pas élaborée. Foucault souligne que ce qui relevait de ce domaine soulevait des problèmes d'ordre moral que les penseurs grecs à l'époque ont interrogés. Vers une dogmatisation de l'exclusivité maritale par l'Église. L'intronisation d'interdits sur la scène sexuelle avec l'Ancien Testament sera un tournant historique. Ils se renforceront au cours du IIe siècle et concrètement au IIIe avec le Nouveau Testament, qui insiste sur l'exigence de chasteté, la nécessité du célibat avant le mariage et la désormais inextricable dualité monogamie-indissolubilité. Cela représente une véritable transformation en matière de conduite sexuelle. Effectivement, avant cela, il existait une relative liberté sexuelle concernant l'exclusivité, malgré le 6e commandement de Décalogue, « Tu ne commettras pas l'adultère ». La chasteté chrétienne était peu considérée avec l'Ancien Testament. Cela ne représentait en rien une vertu, même dans le mariage. À titre d'exemple, chez les ancêtres romains, il était célébré par une orgie au cours de laquelle les amis du mari avaient des rapports sexuels avec la mariée, sous la surveillance de témoins. L'Église a dogmatisé la sexualité en faisant un lien hétérosexuel et monogame. Un espace relationnel devant refléter et réguler l'intériorité du sujet, nous dit Eva Illouz. Et un péché, dès lors qu'elle est associée à la problématique, j'ouvre les guillemets, de la tentation, au péché commis avec le cœur, fermez les guillemets, ibide. De même, elle, j'ouvre les guillemets, a réduit la sexualité essentiellement à sa fonction procréatrice, fermez les guillemets, Emmanuel Gratton. Notons qu'une des raisons pour lesquelles le mariage fut institué procède du fait que nos ancêtres ne purent se résoudre à l'abstinence totale, Illouz. De fait, afin de décorréler la sexualité du péché, un cadre circonscrit fut institué pour réguler la pratique, le mariage. Dès lors, il est possible d'avoir des rapports sexuels, mais uniquement dans la constellation de l'union maritale. Ainsi, adultère et sexualité, avant mariage, étaient, quelque peu, condamnés. L'Église conduisit l'humain à la monogamie, l'indissolubilité et la fidélité au détour du IIIe siècle en Occident. L'exclusivité sexuelle s'institue alors, mais timidement. Au regard de ces considérations, découvrons maintenant comment l'exclusivité et son inverse furent investis dans la civilisation moyenâgeuse. Sous-partie 5.3 Le Moyen-Âge. Nous situerons le Moyen-Âge entre 476, date de l'effondrement de l'Empire romain, et 1453, marquant, elle, la chute de l'Empire byzantin. Le fonctionnement affectivo-utilitariste du couple moyenâgeux. Dans la lignée de l'Antiquité, influencée par le Nouveau Testament, le Moyen-Âge se caractérise par ce désir de voir fructifier l'héritage familial par le biais d'un descendant et d'unir deux êtres sous le regard de Dieu. Cette époque, j'ouvre les guillemets, incarnait aussi une idée nouvelle, celle de l'union de deux personnes jusqu'à ce que la mort les sépare. Fermez les guillemets, Lévinsky. La fameuse indissolubilité du lien judéo-chrétien. L'amour et le mariage, ou le mariage et l'amour. Le mariage est soumis à des obligations importantes. En témoigne la doctrine de saint Augustin qui hiérarchise les motifs du mariage. Ouvrez les guillemets. On se marie d'abord pour avoir des enfants, ensuite pour contenir l'instinct sexuel et, éventuellement, pour se porter assistance dans la vie de tous les jours. Fermez les guillemets. Agnès Walsh. À bien y regarder, pour ce qui est de l'affectivité dans le lien conjugal, il n'en est pas question. La féministe révolutionnaire de l'URSS, Alexandra Kollontai, explicite ceci. Ouvrez les guillemets. Au temps de la féodalité, il ne convenait pas de placer les sentiments personnels au-dessus des intérêts de la famille, et celui qui n'en tenait pas compte était regardé comme un paria. D'après les idées de la société féodale, l'amour et le mariage ne devaient guère être une seule et même chose. Fermez les guillemets. La dimension affective, il fallait s'en prémunir, en particulier les hommes, car les femmes étaient considérées comme, ouvrez les guillemets,
mauvaise, lubrique, autant que vipère, fermez les guillemets, Dupuis. Ceci, puisqu'elles, ouvrez les guillemets, ne sont jamais satisfaites par un seul être du sexe opposé. Les hommes ne devraient point les aimer, celui qui se comporte autrement est assuré de courir à sa perte, fermez les guillemets, Mayandra. L'amour dans le couple représentait donc un danger. Nous l'avons vu, l'union maritale était avant tout un instrument d'alliance entre groupes nécessaire à la paix entre les communautés et à la préservation de la filiation. Notons que dans cette recherche, nous définirons la filiation en appui sur la conception de Françoise Héritier, c'est-à-dire qu'elle est la règle sociale qui définit l'appartenance d'un sujet à un groupe primaire. Réalisant notre recherche en France, soit dans la société occidentale, nous partirons du principe que les liens d'alliance en termes de filiation sont majoritairement bilatéraux ou cognatiques. L'exclusivité affective chez les médiévaux. Durant cette période historique, le couple est soumis à des principes religieux. Néanmoins, des relations sentimentales pouvaient se nouer dans la discrétion, notamment chez les ruraux et les esclaves. La non-exclusivité, sous forme d'extraconjugalité, chez les seigneurs et chevaliers existait bel et bien, mais concernait surtout la dimension sexuelle. Avoir des sentiments en dehors de son couple était possible, mais généralement, cela était unilatéral. En particulier chez les chevaliers, où il était souhaitable qu'ils s'éprennent d'une dame de cœur, soit une femme leur étant inaccessible, en parallèle de leur femme, dont ils étaient souvent fort peu amourachés. Ainsi, prêt à tout pour attirer l'attention de sa dame de cœur, le chevalier pouvait accomplir des exploits héroïques durant la bataille. Donc, servir de meilleure manière son suzerain. Ouvrez les guillemets. Le chevalier, amoureux de son inaccessible dame de cœur, accomplissait plus facilement des miracles de bravoure, triomphait plus facilement dans les tournois, sacrifiait plus aisément sa vie au nom de sa belle. Le chevalier amoureux était possédé par le désir de se distinguer afin de gagner, par ce moyen, les bonnes grâces de son aimé. Fermez les guillemets, Colonstraille. En revanche, pour les femmes nobles, la non-exclusivité prenant la forme d'un adultère était plus fermement punie puisqu'elle pouvait remettre en question la pureté de la lignée. Il n'était donc en rien valorisé ou souhaitable. En résumé, au Moyen-Âge, la dimension utilitariste prime encore sur la dimension affective. L'exclusivité amoureuse, elle, était somme toute relative. Voyons désormais ce qu'il en est de la place accordée à l'exclusivité sexuelle. La dimension sexuelle chez les couples moyenâgeux. Afin d'aborder les enjeux de la sphère sexuelle dans le couple féodal, débutons en nous interrogeant sur la place du plaisir en son sein. Au IVe siècle émerge ce qui sera plus tard à associer à l'origine de la culpabilité chrétienne, la répression des plaisirs liés au charnel, avec notamment la condamnation de la passion durant l'acte, même à visée reproductive, ou l'interdiction des plaisirs solitaires. La réflexion théologique de saint Augustin contribue à la construction de la doctrine de l'Église. La morale se fait plus précise. L'accouplement permis dans le cadre du mariage et dans un but uniquement de procréation doit se dérouler sans passion avec retenue. Selon l'expression de saint Jérôme, ouvrez les guillemets, l'amoureux trop ardent de sa femme, fermez les guillemets, est condamné. Le plaisir est banni, la notion de fornication est précisée, à l'adultère s'adjoint la masturbation et l'éjaculation involontaire. La condamnation de la chair s'accentue jusqu'à l'assimilation du péché de la chair avec le péché originel. Précisons qu'au cours du XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin permet de repenser la question du plaisir durant l'acte sexuel. La sexualité hors procréation est toujours un péché. En revanche, le plaisir, durant un coït, à visée reproductive est toléré s'il intervient malgré soi durant la conjonction sexuelle et qu'il n'est en rien ce qui a déterminé le rapprochement. Ouvrez les guillemets. Durant les 2 premiers siècles du Moyen-Âge, le mariage a subi une crise profonde, due sans doute au marasme économique et social qui traverse l'Europe occidentale pendant la guerre de 100 ans et les grandes pestes. La surveillance royale, qui se mêlait notamment de faire respecter les lois matrimoniales, et l'interdiction de l'adultère se relâchent. Les armées, mal surveillées, sillonnent le pays. On voit se multiplier une sexualité dérégulée. Relations sexuelles préconjugales, prostitution, viol, et des unions condamnées, relations extra-conjugales, concubinage, mariage clandestin, compagne de prêtre, bigamie, fermez les guillemets, Éric Smadja. Il faudra attendre l'époque moderne pour qu'une révolution ecclésiale, plus coercitive, rétablisse l'ordre doctrinal en France, dont les aristocrates et familles royales s'exemptent. La non-exclusivité féodale. Concernant le concubinage et l'adultère sexuel, autre interdit religieux, il demeure fortement présent mais pratiqué avec discrétion durant l'époque médiévale, par les hommes notamment. Pour preuve, nous pouvons citer le droit de cuissage des seigneurs envers leurs servantes, voire les viols que perpétraient les chevaliers auprès des paysannes quand ils souhaitaient se divertir entre 2 batailles. En somme, une forme de non-exclusivité existait où la sexualité maritale était purement reproductive et physiologique, tandis que la sexualité adultérine était quelque peu occupationnelle. Précisons que l'extraconjugalité ne concernait pas uniquement les hommes.
Les femmes nobles, elles, bien que plus sévèrement pénalisées en cas d'adultère, car elles pouvaient nuire à la pureté de la lignée, s'y adonnaient également. Elles fréquentaient les troubadours et les pages, quelquefois même, elles ne refusaient pas leurs caresses à des valets qui leur plaisaient, malgré tout leur mépris pour la valetaille. En résumé, durant cette période médiévale, les relations sexuelles étaient le plus souvent dépourvues d'amour, dans le sens où les deux étaient rarement associés et se ramenaient le plus souvent à un simple acte physiologique. Il n'en reste pas moins qu'une forme de non-exclusivité conjugale existait, mais elle reposait sur le modèle de l'adultère. Sous-partie 5.4, la période moderne. Les temps modernes se situent entre 1453, date de la chute de l'Empire byzantin, et 1789, soit à l'instant de la Révolution française. Néanmoins, nous envisagerons ici la modernité non comme une époque, mais comme une période du temps de tous les possibles, Aubert. Il s'agit là d'une vision philosophique adoptée par bien des disciplines des sciences humaines, et non de l'époque historiquement datée que sont les temps modernes. Ainsi, par moderne, nous entendrons une période s'enracinant au siècle des Lumières et s'achevant après la Seconde Guerre mondiale. La période moderne étant entendue comme, j'ouvre les guillemets, une libération de la société par rapport aux normes transcendantes, notamment religieuses, qui la dominaient et la volonté des hommes de construire eux-mêmes leur destin. Ce mouvement est allé de pair avec une soumission des individus à des structures collectives et à des idéologies jouant le rôle de religion laïque. Fermez les guillemets, Jean Dubois. Le fonctionnement du couple moderne. De l'époque moyenâgeuse et jusqu'au siècle des Lumières, l'institution sociale et religieuse du mariage est peu compatible avec l'amour, nous dit Georges Dupuis. Seulement, deux approches historiques divergent à ce propos. D'un côté, il y a ceux qui considèrent qu'au XVIIe siècle, voire XVIIIe siècle, on savait que les sentiments euphoriques d'un amour naissant ne dureraient pas. De ce fait, on leur conférait peu d'importance. Ce sont les parents qui choisissaient les futurs conjoints de leurs enfants, John Gray. D'un autre côté, à l'instar de l'historienne Agnès Walsh, le clergé, depuis le début du XVIIe siècle, considérait l'amour conjugal comme le moyen d'unir deux âmes à Dieu. Si les deux conjoints s'aiment, alors ils aimeront Dieu. Ouvrez les guillemets. Les mariés s'aiment en aimant Dieu, et aiment Dieu en s'aimant. Ils font donc leur salut ensemble, fermez les guillemets. Nous rejoignons cette hypothèse d'après laquelle l'amour conjugal commencerait bel et bien à être valorisé à l'orée du siècle des Lumières, puisqu'il permettait de soutenir en fond la ferveur religieuse. Pour autant, qu'en est véritablement le terme couple tel que nous autres contemporains l'entendons ? Ce serait au XVIIIe siècle que le mot couple trouverait le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. Celui-ci procède, entre autres, de la création du mariage civil, laïque, commun à tous les Français. Irène Théry. Notons que la laïcité du mariage civil n'a jamais été remise en question depuis son apparition. C'est pour cette raison qu'un relatif consensus s'est institué dans nos mœurs concernant ce que doit être un couple, notamment marié, les obligations qui lui sont adjointes et les interdits qui le parcourent. Effectivement, le mariage civil, laïque, a produit des changements conséquents dans la vie intime des ménages français. La plus évidente demeure que la famille prend progressivement une forme plus restreinte. Cela est la résultante d'une volonté claire des partenaires d'être davantage autonomes dans leur vie sentimentale. Cela passe notamment par le fait de vivre leurs relations dans l'intimité, bien à l'abri des regards des proches parents. Ouvrez les guillemets. La famille passe du modèle parental au modèle conjugal. Deux caractéristiques fondamentales marquent ce changement de modèle. Le rétrécissement de la famille au couple et ses enfants d'une part, la disparition de l'enracinement au sol d'autre part. Le couple est libre de choisir sa vie comme il l'entend, n'est plus entravé par la perpétuation d'une tradition, il n'a plus, chez lui, à l'étage, les parents et grands-parents, il devient maître de son destin. Fermez les guillemets, Vincent Citeau. Le couple se fonde donc progressivement sur une rencontre amoureuse. Apparaît alors le mariage dit d'amour. À partir des années 1880, il devient une valeur indiscutable et la décision de s'unir une décision prise sans conteste à deux. Le couple se fonde, donc, bien sur l'amour partagé. Le couple trouve désormais sa légitimité dans le partage sentimental qui constitue sa raison d'être. Le mariage d'amour deviendra la norme, naturelle, à partir du XXe siècle. Cela s'étend jusqu'à nos jours. Pour le philosophe Vincent Citeau, cette transformation de l'idéal conjugal est, j'ouvre les guillemets, l'une des conséquences sociales de la modernité politique, Révolution française, et technique, Révolution industrielle. Le couple traditionnel est un couple fondé sur l'intérêt des familles. Le couple moderne est fondé sur l'amour des individus, fermez les guillemets. De fait, la dimension affective n'est plus la conséquence de l'union, mais considérée comme son fondement, Marie Bergström. Cela serait encore prégnant de nos jours, même si la dimension sexuelle tient une place de plus en plus conséquente dans le choix du partenaire au détour des années 1960. À ce stade, une question se pose concernant la place de l'exclusivité dans le lien coupal.
Existait-il à l'époque des couples pratiquant la non-exclusivité? Des précurseurs aux pionniers du couple non exclusif. Je vais ici présenter les figures emblématiques de la non-exclusivité durant la période moderne, à savoir Charles Fourier, John Humphrey, Alexandra Contaigne, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Charles Fourier. La potentialité d'amour pluriel naît en 1816 via l'écriture de l'ouvrage Le Nouveau Monde amoureux. Il arrive à l'initiative de Charles Fourier. Ce philosophe décrit comme un socialiste utopiste critiqua formellement le mariage exclusif car il assujettirait les femmes au rang de vulgaires ménagères. Frédéric Jugnot, journaliste pour Le Monde, relate sa pensée subversive. Ouvrez les guillemets. La fidélité perpétuelle était selon lui contraire à la nature humaine, et il était persuadé que le couple monogame restreint l'essor de l'amour et aboutit à réprimer et à engorger les passions. Le libertaire Fourier appelle donc à multiplier les liens amoureux au cœur d'un ordre compatible avec le développement des passions, et permet d'innover en jouissance amoureuse. Charles Fourier ouvre la voie du couple de type non exclusif, faisant ainsi de lui l'un des précurseurs du déconstructivisme de la monogamie, soit le père fondateur des relations multiples, en particulier chez les polyamoureux. John Humphrey Noyes. Durant les années 1840, apparut la communauté d'Oneida, considérée par certains polyamoureux comme les pionniers de ce modèle coupable. Cette communauté fut fondée par le socialiste utopiste Noyes et sa congrégation développèrent une communauté d'amour libre qui prospéra dans sa forme la plus pure pendant plus de 30 ans. Pour échapper au jugement du voisinage, la congrégation fit l'acquisition de terres dans la ville de Oneida, État de New York. Ils construirent une maison de 93 chambres et créèrent des entreprises pour financer leur communauté. Malheureusement, la communauté n'était pas immunisée contre les théories eugénistes. Noyes adhéra à ces idées, estimant que sa communauté était le meilleur endroit possible pour produire des hommes et des femmes supérieurs, et commença à contrôler, avec précision, qui devait se reproduire avec qui, et devinez qui Noyes estimait avoir le meilleur gène. Il eut une progéniture nombreuse avec plein de femmes différentes. Finalement, Noyes fut contraint de s'enfuir au Canada pour échapper aux lois, comme Stroke. En l'absence du zèle missionnaire de Noyes, la communauté survécut pendant un certain temps. Ses membres se soutenaient mutuellement, mais devint de moins en moins communautaire. Cela ressemblait plus à une charmante petite ville qu'à une communauté. Eston et Hardy. Alexandra Kollontai. En 1923, cette féministe révolutionnaire russe ouvrit une réflexion sur l'amour pluriel avec le texte Place à l'éros ailé, lettre à la jeunesse laborieuse. Elle engage son argumentaire avec cette question: quelle place l'idéologie prolétarienne réserve à l'amour? Elle explique qu'à l'époque de la révolution russe, les partenaires, notamment ceux n'étant pas bourgeois, nouaient des liens uniquement dans le but de satisfaire leurs instincts sexuels, car leur énergie psychique n'avait que peu de place pour la romance. Le combat, la guerre, en somme la survivance, occupaient tout leur espace psychique. Lorsqu'elle écrit son texte, la tension des années de la Révolution est retombée, et le peuple se montre donc plus disposé à vivre des romans d'amour, avec les souffrances et l'extase amoureuse qui les accompagnent, dit-elle. Elle recommande alors qu'émergent des amours pluriels. Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Près d'une décennie plus tard, en France, durant les années 30, le célèbre couple Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir élargit ce champ des amours multiples, et donc non exclusifs. À l'initiative de Sartre, décidément polygame, il juge que leur amour nécessaire ne doit pas s'interdire des amours contingents ou secondaires, ceci des deux côtés. Une condition est alors invoquée par le couple de Beauvoir-Sartre: ne jamais se mentir et ne rien se dissimuler. Dans cette union libre vécue en public, à un moment où elle n'était pas encore admise dans la société, les jeunes intellectuels découvrirent une nouvelle formule, celle d'un couple qui s'aime sans institution, sans mariage, dans une liberté mutuelle et dans un souci de translucidité, dira Jeannette Colombet. Il pose alors, sans le savoir, les bases idéologiques du couple non exclusif polyamoureux. Cette idéologie repose sur une idée, celle de transparence. Une question se pose tout de même. Pourquoi Sartre et de Beauvoir s'engagent dans cette modalité relationnelle si particulière pour leur époque? La réponse est double. D'une part, car ils considéraient qu'il serait inconsidéré d'être l'un et l'autre l'unique objet de désir de l'un et pour l'autre. D'autre part, parce qu'ils aspirent à une réinvention de l'amour moderne. Preuve s'il en est, s'ils rendent public et médiatique leur choix d'union libre, c'est parce qu'ils estiment pouvoir servir de modèle à une reconfiguration de la relation coupale, en particulier en ce qui concerne sa dimension affective. L'idée qu'ils portent est la suivante: tourner la page du mariage bourgeois, où l'adultère serait présent dans le couple mais nié.
Conséquence de quoi, cela conduirait à la diffamation, au mensonge et finalement à l'inauthenticité du lien, puisqu'il repose sur la trahison. J'insiste sur ce terme d'inauthenticité, car il ne faudrait pas croire que la trahison implique la dissolution définitive ou l'annulation du lien. Et cela, de Beauvoir-Sartre en avait pris la pleine mesure. Et effectivement, même s'il y a trahison, le lien ne disparaît pas pour autant. Cela a été brillamment démontré par René Caès, ouvrez les guillemets. La trahison témoigne de l'existence d'un lien intime dont le traître retire son investissement par crainte de le perdre, ou parce qu'il veut le détruire, ou auquel il a peur de rester collé, ou dont il désespère. Mais la trahison comporte ce paradoxe de maintenir le lien dans la rupture inachevée de l'alliance. Fermez les guillemets. Ainsi, conscient que l'adultère ne conduit pas à l'évanescence du lien, mais à son maintien dans la souffrance, ils optent, Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, pour une relation externalisée basée sur la transparence. Leur relation ouverte a ainsi perduré pendant quelques années en appui sur cette idée. Hélas, et c'est la part de l'histoire de Beauvoir-Sartre qu'oublient ceux qui en font les égéries de l'amour pluriel, malgré leur bonne volonté, notamment de la part de Simone de Beauvoir, le mensonge est invité à la fête et la transparence a volé en éclats, puisque Sartre a masqué bon nombre des aventures qu'il entretenait. À terme, ils refermeront leur couple, devenu non exclusif, en tirant la conclusion suivante. L'amour est absolument exclusif. Ils y associent une seconde, l'amour est systématiquement funeste. En résumé, la période moderne signe pour le couple un véritable tournant en ce qui concerne son autonomie dans sa vie sentimentale. Cela implique, par là même, l'émergence des relations non exclusives sur le plan amoureux, Charles Fourier, John Humphrey, etc. en sont les exemples. Il en irait de même concernant la sexualité. Voyons désormais si cette émancipation sentimentalo-sexuelle poursuit sa mue durant la postmodernité. Sous-partie 5.5 Le couple contemporain, une construction postmoderne. Comme l'introduction de cette recherche le précise, nous situerons la période postmoderne entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et 1989 à la chute du mur de Berlin, KS. Lui succédera alors l'hypermodernité, soit notre période culturelle actuelle. Elle se caractérise, entre autres, par une mise en péril de la dynamique des liens en raison des différents facteurs socioculturels que résume Claudine Haroche. Flexibilité, fluidité des systèmes économiques qui imposent l'immédiateté, l'instantanéité des relations mettant à l'écart l'éventualité, voire la capacité, de l'engagement et de l'inscription dans le temps. Durant cette sous-partie, nous explorons les mutations coupales sur le plan sentimentalo-sexuel durant ces deux périodes, notamment en ce qui concerne son rapport à l'externalisation de la relation. Précisons que cette sous-partie historique sera plus dense que les précédentes, d'une part, car elle s'intéresse à deux périodes, postmodernité et hypermodernité, d'autre part, car nous souhaitons développer conséquemment ce qu'il en est du couple contemporain en retraçant les divers événements le concernant. De fait, nous partirons du postulat que le couple, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est le fruit des révolutions ou évolutions postmodernes, dont mai 68 est un épisode crucial. L'évolution des régimes d'union, un facteur encourageant à l'externalisation relationnelle. Nous verrons, dans cette sous-partie, l'évolution des régimes d'union et leur impact sur la non-exclusivité ou exclusivité. Nous débuterons par un point anthropologique afin de situer la manière dont le contrat de mariage est considéré en France par rapport à d'autres régions du monde. Nous verrons ensuite la manière dont le mariage civil et religieux a muté depuis la libération sexuelle et en quoi cela influence ou non l'externalisation relationnelle. Nous interrogerons également comment la libération sociale dans son lien au combat pour une égalité des genres et identités sexuées joue un rôle dans l'essor des relations non exclusives. Nous terminerons en questionnant si l'institution du mariage est en crise et si oui, dans quelle mesure cela encourage ou non le sujet à des conduites non exclusives. Les mariages sous l'angle anthropologique. Je précise à nouveau que nous nous situons en France dans cette thèse. Cela est important car un même mode de relation, à l'instar du mariage, peut se nommer de la même manière dans diverses régions du monde, mais être pratiqué différemment d'un espace géographique à l'autre. Nous interrogerons ainsi, ici, la manière dont est appréhendé le rituel du mariage, la culture maritale, quelle est la fonction du mariage et la façon dont on rompt ce contrat. Comme le décrivent Ryan et Jeta, les Siriono, peuple indigène sud-américain de Bolivie, Erickson, n'ont nullement recours à des cérémonies ou à des formulations de vœux durant le mariage. La transmission de présents ou la mise en place de festivités n'entre aucunement dans le rituel du mariage, à l'inverse des Français. Chez les Siriono, être marié nécessite une autre pratique. Accrocher son hamac à côté des femmes qui deviendront vos épouses.
couramment, deux frères épousent deux sœurs. Le rituel du mariage diffère donc d'un endroit du globe à l'autre, comme cet exemple ethnographique en atteste. En France, le rituel repose sur le choix d'un objet électif et non sur plusieurs. Également, en ce qui concerne la culture du mariage, elle n'est pas investie pareillement ici et là-bas. En France, la culture du mariage, héritée de l'ancrage judéo-chrétien, est vécue librement dans la fidélité totale, le respect mutuel, la monogamie, l'acceptation des enfants pouvant naître de l'union et l'indissolubilité du lien. Cela n'est pas identiquement partagé sur la planète. Chez les Kunguswan, botswanais, la plupart des filles se marient plusieurs fois avant de s'installer dans une relation durable. Rien n'est jeta. La succession des mariages est une pratique instituée, là où en France, nous tendons plutôt vers l'indissolubilité du lien. Ils s'aiment jusqu'à ce que la mort les sépare. Par ailleurs, la fonction du mariage en France, et plus généralement en Occident, est comme Eva Illouz le stipule, d'assurer, j'ouvre les guillemets, la reproduction biologique et familiale, canalise la sexualité, est essentielle à la reproduction comme à la mobilité sociale, et contribue à l'accumulation et au transfert de richesses, fermez les guillemets. Voici pour la vision sociologique. Anthropologiquement, selon Françoise Héritier, le mariage peut être entendu, au moins durant la postmodernité, comme, j'ouvre les guillemets, la sanction juridique et officielle d'une affaire privée qui unit, sur la base de l'amour ou de l'attirance qu'ils éprouvent, un homme et une femme, lesquels forment un couple dont on espère qu'il durera toute la vie, vivant ensemble et fondant une famille, fermez les guillemets. De surcroît, la manière de rompre le contrat de mariage est relativement procéduralisée en France, ce qui n'est pas le cas partout. D'ailleurs, en France, nous parlons de contrat, ce qui n'est pas le cas sur l'ensemble du globe. Par exemple, chez les archers du Paraguay, un homme et une femme qui dorment dans la même hutte sont mariés. Mais si l'un des deux emporte son hamac dans une autre hutte, ils ne sont plus mariés. La version originale du divorce par consentement mutuel. La rupture du lien du mariage, chez cette communauté, ne passe pas par la rupture du contrat sous-tendu par des formalités juridiques, mais par un passage à l'acte ou par un acte, symbolique impliquant une conduite non exclusive. Enfin, notons que le mariage en France est soumis à un ensemble d'interdits infléchis par des règles régissant l'organisation de la famille et de la société, comme l'obligation d'exogamie, Lévi-Strauss. À titre d'exemple, il est interdit en droit français de se marier avec son enfant, ses parents, un frère, une sœur, des neveux, une nièce, voire des tantes ou oncles, sauf avec dispense du président de la République, rappelle Françoise Héritier. Depuis la libération sexuelle et l'effritement de la religiosité, notons que l'assouplissement des prohibitions croît. Par exemple, depuis 1975, un homme peut épouser, selon le droit civil, l'épouse divorcée de son frère et symétriquement une femme, le mari divorcé de sa sœur. Bien que cela puisse sembler relativement anecdotique, il s'agit en fond d'une réalité que nous devons avoir en tête durant cette recherche. Les prohibitions inhérentes au mariage ne cessent d'évoluer et de s'alléger. Cela suppose que l'organisation familiale et les obligations conjugales sont en perpétuelle mutation, infléchissent des changements au sein du socius, quand ils ne sont pas à leur tour reconfigurés par la transformation de certaines mœurs, notamment concernant l'externalisation relationnelle. Tout ceci pour dire que ma recherche doit être accueillie avec ce pas de recul-ci. Les éventuels bouleversements touchant aux normes d'exclusivité affective et sexuelle dans l'organisation du lien coupable peuvent paraître surprenantes aujourd'hui. Seulement, l'histoire en atteste, les changements les concernant pourraient bien paraître tout à fait standards d'ici quelques décennies. Indépendamment de ces considérations anthropologiques relatives au lien conjugal, intéressons-nous à son évolution depuis le milieu du XXe siècle, en nous intéressant tout particulièrement à la place du mariage dans le socius, puis à celui du divorce. La place du mariage dans le socius. Culturellement, jusqu'au début des années 70, la tradition, si ce n'est la morale, intériorisée par les couples, reposait sur cette idée-ci. On ne rompt pas les liens sacrés du mariage. Ceci procède du fait que le couple était encore fortement coloré par les principes émanant de l'institution religieuse, à l'instar de l'indissolubilité du lien et de la fidélité réciproque, excluant toute idée de non-exclusivité dans le couple. L'effritement progressif de l'institution religieuse au cours de la deuxième moitié du XXe siècle va concourir fatalement à l'appauvrissement du mariage religieux. Ce phénomène va conduire, petit à petit, à la désacralisation de l'institution maritale tout entière, étant encore proche de la religiosité. La non-exclusivité se démocratise-t-elle alors, dans le couple, du fait de cet affaiblissement du mariage? Nous allons le constater aucunement. Depuis le milieu des années 70, l'institution matrimoniale, décennie après décennie, perd de sa superbe d'antan, certes. Nous y reviendrons concrètement dans le chapitre 6. Il n'en demeure pas moins qu'une institution millénaire de la sorte ne peut être effacée en un claquement de doigts. Ainsi, de nos jours,
Bien qu'il y ait un déclin des mariages religieux, comme civils consacrés, un accroissement des divorces et bien que l'institution matrimoniale soit moins sacralisée, ces principes et ces valeurs instituées continuent d'influencer notre manière de faire couple. Irène Thierry. Mariés, pacsés ou en union libre, les sujets continuent, dans leur grande majorité, à considérer comme naturels certains principes institutionnalisant le mariage, comme la fidélité notamment. Ce bastion de l'exclusivité dans le couple représente encore un des principes fondamentaux du faire couple, même si certaines modalités relationnelles tendent à le déconstruire à l'instar des anarchistes relationnels par exemple. Tacitement, lorsque deux sujets se mettent en couple, le contrat implicite veut qu'ils ne soient pas infidèles l'un envers l'autre. C'est un principe incorporé par la majorité d'entre nous, Esther Perel. Il en va de même en ce qui concerne l'indissolubilité du lien. Même si la menace, supposée d'une rupture, est un fait acquis chez beaucoup, l'idée d'après laquelle les sujets peuvent s'aimer pour toujours persiste au moins comme idéal conjugal illusoire. En somme, le couple contemporain s'est éloigné du sacré, a mis de la distance avec le mariage religieux, mais continue malgré tout d'être influencé par ses principes fondamentaux. L'exclusivité sentimentalo-sexuelle en tête. Notons que, malgré son effritement, d'un point de vue institutionnel, un véritable tournant historique s'est amorcé quant à ses principes avec la loi du 17 mai 2013 permettant le mariage pour tous. Nous l'avons vu, le mariage est jusqu'au début du second millénaire une institution instituant le couple hétérosexuel monogame sous le joug de la religiosité judéo-chrétienne en Occident. Près de 10 ans plus tard, le mariage concerne juridiquement, pleinement et égalitairement les hétérosexuels et les homosexuels. Enfin, si j'ose dire. Il se définit comme étant un sacrement, j'ouvre les guillemets, consacré par deux personnes de sexe différent ou de même sexe, fermez les guillemets, Code civil article 143. L'évolution du divorce dans son lien à l'exclusivité, l'institution du mariage en crise face à la perte progressive du sacré. Le mariage, aujourd'hui, n'a plus grand-chose à voir avec celui du siècle des Lumières, où le divorce est inconnu, nous enseigne Walsh. Du début du XXe siècle jusqu'au début des années 70, divorcer, bien que cela soit un droit, reste un recours très peu utilisé par les époux. Juridiquement, il était extrêmement compliqué de justifier les motifs du divorce jusqu'au milieu des années 70. Il fallait apporter la preuve aux magistrats d'une faute grave. L'une d'elles concernait une fois encore la question du non-respect du contrat d'exclusivité coupable. En effet, l'adultère, cette conduite relevant d'une non-exclusivité, était un des motifs pouvant justifier le divorce. Il était considéré comme un délit. L'adultère avait des conséquences très sérieuses pour la femme parce qu'il pouvait la conduire derrière les barreaux. L'homme, lui, était menacé simplement d'une amende. Vient la loi du 11 juillet 1975. Impulsée par le représentant du pouvoir exécutif, Valéry Giscard d'Estaing, c'est un profond bouleversement pour l'institution du mariage en France. Dans les faits, cette réforme autorise le divorce par consentement mutuel. Julie Legac, historienne, souligne que cette loi poursuit deux objectifs cruciaux. Dédramatiser le divorce et régler définitivement ses conséquences lors de son prononcé. Fondamentalement, cette réforme est la matérialisation du mouvement initié par mai 68, celui d'une libération de la société. Pareillement, cette loi est le signe qu'une plus grande autonomie, voire égalité, doit advenir dans le couple. Des réfractaires tenteront de se faire entendre, à l'instar de certains catholiques, ou des sujets fort attachés aux traditions familialistes. Ils craignent les répercussions d'une telle réforme. Ils estimeront, d'une part, qu'elle n'encourage pas au maintien des liens conjugaux, mais qu'ils ouvrent à la non-exclusivité du cœur. D'autre part, ils considéreront que cette loi sera responsable de l'affaiblissement des institutions maritales, religieuses et familiales, gardiennes justement d'une exclusivité sentimentalo-sexuelle des époux. Julie Legac suppose qu'il y a une part de vérité. Effectivement, dans les faits, le nombre des divorces prononcés augmente. Le cap des 20% pour 100 mariages est dépassé en 77, celui des 30 atteint en 85 et celui des 40 franchi en 2003. L'assouplissement des conditions juridiques du divorce, introduit par la loi de 1975, favorise cette progression. Toutefois, cette évolution traduit surtout une remise en question de l'institution du mariage, ainsi qu'une distanciation vis-à-vis de la religion. Dans le prolongement de la réforme de 1975, la loi du 27 mai 2004, qui s'attache à dédramatiser le divorce en atténuant la notion de faute et en simplifiant la procédure, renforcera cet élan social visant à ce que le sujet jouisse d'une plus grande liberté et autonomie dans sa vie conjugale, entre autres. Dès lors, les conduites non exclusives, dans le couple, comme un comportement adultérant, ne sont plus sanctionnées comme autrefois. Les divorces ne cessant de pulluler et d'engorger les tribunaux, une nouvelle procédure de divorce fit alors son apparition le 1er janvier 2017. Il s'agit du divorce déjudiciarisé, précise l'avocate Michèle Bauer, intervenante en droit de la famille. Ouvrez les guillemets.
Il est plus souvent nommé le divorce amiable sans juge. Pour être plus précis, il convient de le nommer le divorce par consentement mutuel sans juge. Fermez les guillemets. N'étant nullement judiciarisé, seuls les époux qui sont d'accord sur le principe du divorce et ses conséquences pourront choisir ce divorce par consentement mutuel ibid. Lors d'un entretien non directif auprès d'une avocate, celle-ci me signalait que ce recours au divorce déjudiciarisé est souvent convoqué en raison d'une infidélité. Ouvrez les guillemets. Beaucoup ont vécu une infidélité, oui. En fait, les clients sont si désespérés après l'annonce qu'ils ne prennent même pas le temps de réfléchir. On nous sollicite pour divorcer parce que l'adultère est si douloureux pour le couple qu'ils préfèrent couper court. Comme si le divorce, on va dire en vitesse, allait permettre de guérir plus vite. Fermez les guillemets. Notre exposé souligne que le divorce, impliquant une séparation, est de plus en plus de la postmodernité à nos jours facilitée. Cela suggère que la déliaison du couple est davantage tolérée, voire acceptée par l'institution du droit, et donc, par extension, par la loi française. Fatalement, par effet de réverbération, cela implique que l'institution du mariage est impactée. Ces institués cardinaux, dont le devoir de fidélité s'effrite. Naturellement, affaiblir un ou des institués tels conduit à l'affaiblissement de l'ensemble de l'institution. Si la loi, au sens législatif du terme, cautionne l'assouplissement ou le délitement des lois symboliques et morales, c'est plus généralement la dimension du sacré adjointe à l'institution du mariage qui se trouve fragilisée dans son ensemble. Est-elle pour autant en crise? Nous aurions tendance à le supposer. Nous défendons ce postulat via l'argumentaire suivant. Dès lors qu'une institution perd de ce qui, dans ses fondements, relève du sacré, cela permet de dire qu'elle est en crise. Jean-Claude Rouchy et Monique Sola-Desroches. Ainsi, dans la continuité du fait que le mariage perd de sa superbe d'antan, d'autres contrats émergent à la fin du siècle dernier, à l'instar du Pacs. Le pacte civil de solidarité. Le Pacs, loi de 1999, est un bouleversement conséquent dans l'histoire du couple français, en particulier parce qu'il a permis à des minorités, notamment les homosexuels, de gagner du pouvoir d'agir sur les discours dont ils étaient l'objet. Discours souvent considérés par les communautés concernées comme pathologisants sur le plan psychopathologique et déviants sur le plan social. Emmanuel Graton. À ce titre, Freud fut l'un des penseurs psychanalytiques les plus attaqués, notamment parce qu'il introduit la notion d'inverti, Laurie Lofer. Pourtant, pour lui, l'homosexualité, j'ouvre les guillemets, est envisagée comme un choix d'objet inconscient dont chaque sujet peut être porteur, eu égard à la mobilité de la bisexualité psychique, fermez les guillemets, Barbara Maniotto. Freud ne considère nullement l'homosexualité comme une maladie à proprement parler ou comme une orientation sexuelle devant être incriminée. Justifions ceci avec l'extrait de cette lettre qu'il adresse à une mère d'un jeune homosexuel. Ouvrez les guillemets. L'homosexualité n'est certainement pas un avantage, mais elle n'est pas honteuse, perverse ou dégradante. Elle ne peut être classifiée comme une maladie, nous la considérons comme une variation de la fonction sexuelle, produite par un arrêt spécifique dans le développement sexuel, fermez les guillemets. Simplement, Freud considérait que l'homosexualité ne relève de la psychanalyse que lorsqu'elle devient le symptôme de conflits névrotiques, et Freud insiste sur le fait que le changement d'objet sexuel n'est pas la visée d'une psychanalyse. Pour autant, chez les psychanalystes post-freudiens, certains, dont sa propre fille Anna et Ernest Jones, ont âprement défendu la pathologisation de l'homosexualité, au motif de l'opprobre social, plus que par des arguments métapsychologiques, au point qu'en 1921, l'Association internationale de psychanalyse a banni les homosexuels de la pratique analytique. Plus contemporain encore, Jacques Lacan, dans la même lignée, fut critiqué pour ses positions sur la question homosexuelle. À titre d'exemple, il considéra l'homosexualité comme une perversion sublime de la civilisation. De nos jours, comme le souligne Emmanuel Graton, la perversion sexuelle, en tant que structure, est de plus en plus difficile à définir. On pourrait faire l'hypothèse qu'elle tend à disparaître comme référence majeure de la psychanalyse avec l'affaiblissement de la morale sexuelle civilisée. Fermez les guillemets. Tout cela pour dire que la psychanalyse fut bousculée par le Pacs se présentant comme un régime d'union destiné à tous. Désormais, ce ne sera plus la psychanalyse qui interrogera les minorités sexuelles, ce sera l'inverse. Éric Fassin. Indépendamment des conséquences du Pacs sur la psychanalyse, ce dernier demeure, avant le mariage pour tous en 2013, un véritable progrès social pour la communauté homosexuelle et LGBTQIA+, bien qu'il n'ait pas les avantages du mariage. Les couples, autrefois clandestins, par rapport aux normes monogames et traditionnelles, bénéficient alors d'une timide reconnaissance sociale, puisque le Pacs, une fois conclu, officialise l'union. Mais surtout, il apporte des bénéfices financiers, notamment fiscaux, et des services, voire des droits, de succession par exemple, autrefois réservés aux couples mariés. Bien qu'investi par la communauté homosexuelle, il n'en demeure pas moins que le Pacs se développe progressivement chez les hétérosexuels également.
C'est un phénomène que n'avaient pas anticipé celles et ceux qui ont travaillé à son déploiement. Par ailleurs, j'ai pu observer dans ma clinique que le Pacs est souvent investi par le couple, hétérosexuel comme homosexuel, dans son versant utilitaire d'une part. Il permet des avantages fiscaux, la séparation des biens et capitaux, n'engage pas les sujets symboliquement car il n'est pas religieux et enfin, se rompt relativement facilement. D'autre part, nombreux sont les partenaires que j'ai reçus en consultation qui utilisaient le Pacs comme un premier pas vers le mariage. Il se présente comme une expérimentation de la contractualisation de leur lien, où l'engagement est plus ou moins relatif. C'est une forme de prologue avant un éventuel contrat plus engageant, le mariage. Il apparaît également qu'il est souvent d'usage chez les partenaires se réclamant d'un couple non exclusif, comme les polyamoureux, Eston et Hardy. Ainsi, là où le devoir de fidélité est un principe moral dans le mariage, il ne l'est pas dans le Pacs. Ce contrat se présente alors comme un engagement décorrélé de l'obligation d'exclusivité coupable. Il s'agit là d'un bouleversement majeur. En ce qui concerne notre recherche, nous y reviendrons. Cela étant dit, indépendamment des contrats coupaux assouplissant l'obligation d'exclusivité, intéressons-nous maintenant à l'impact d'un phénomène culturel majeur sur cette dernière, la libération sociale. L'impact de la libération sociale sur le couple contemporain. Nous verrons, dans cette sous-partie, en quoi l'émancipation financière mais aussi sexuelle de la femme a des conséquences latérales sur l'externalisation des relations coupales. De même, nous explorons en quoi l'émancipation de genre et de l'identité sexuelle joue un rôle. L'émancipation financière de la femme. Sous l'impulsion des luttes féministes, le couple s'est reconfiguré de l'entrée de la postmodernité à nos jours. Progressivement, la femme put prendre une place concrète dans le domaine social mais aussi privé. Bien que du progrès reste à faire concernant son émancipation financière, il n'en reste pas moins qu'elle est moins ligotée institutionnellement à un époux dont elle dépend pour subvenir à ses besoins. Ouvrez les guillemets. Les femmes sont entrées en plus grand nombre dans la vie économique et apportent une contribution essentielle à la vie matérielle de leur couple ou de leur famille. Ce faisant, elles acquièrent aussi plus d'autonomie financière vis-à-vis de leurs conjoints. Fermez les guillemets, Eric Smadja. Nous sortons ici du modèle patrie dominant où la femme était assignée à résidence. Désormais, elle peut, souvent, choisir d'être actrice de son destin. Cela affecte naturellement la relation sentimentale, puisqu'elle peut s'extraire de son couple si cela lui semble nécessaire, à l'inverse des époques où elle était dépendante financièrement de son conjoint. De même, elles peuvent choisir plus aisément de s'inscrire dans des relations non exclusives. Pour preuve, notre questionnaire, annexe 7, dévoile que parmi l'échantillon de personnes interrogées qui se disent non exclusives, 53% sont des femmes, quand 40% sont des hommes et 7% sont non-binaires. Aussi, ce progrès social allant dans le sens d'une égalité financière se traduit concrètement, dans le réel, par une réduction des régimes matrimoniaux par communauté de biens au profit de couples mariés optant pour la séparation de biens. Indépendamment de la capacité qu'ont les femmes d'être relativement plus autonomes financièrement, cette mutation des régimes d'union relève un autre point. D'après l'enquête de Nicolas Frémaux et de Marion Le Turc, l'augmentation du risque de divorce peut modifier le comportement des couples, qui seraient plus enclins à préférer un contrat qui leur permet de séparer leurs biens, en particulier si les inégalités entre les conjoints sont importantes. Cela soulève un axe anthropologique, à savoir que la séparation de biens est la mise en figurabilité des aspirations de l'hypercontemporain, notamment celle d'être un sujet émancipé si ce n'est désaffilié quant à la fructification du patrimoine familial. Autrement dit, cette anecdote relative à l'évolution des régimes matrimoniaux laisse à penser que le couple contemporain ne pose plus la notion de mutualisation économique comme un principe fondamental de son existence. La dimension utilitaire, relative à la conjonction de patrimoine, prend de moins en moins d'importance dans le couple dès lors qu'une relative aisance socio-économique y existe. Les conduites non exclusives clandestines, telles qu'un adultère, ou consenties, comme le polyamour ou le libertinage, deviennent alors une perspective, s'émancipant de facto de la potentialité d'être sanctionné financièrement par un partenaire ayant le plein monopole financier et de capital dans la cellule coupale. Au-delà de la dimension matérielle et financière, concentrons-nous désormais sur un autre objet procédant de la libération sociale, celui relatif à la libération sexuelle de la femme. La contraception et l'IVG vers une émancipation de la femme. Fin 1967, la pilule contraceptive est légalisée. 1974, elle est remboursée par la sécurité sociale, puis au milieu des années 1999, la pilule du lendemain apparaît en pharmacie. Ces révolutions contraceptives permettent aux hétérosexuels de déculpabiliser leur sexualité, réduisant considérablement le risque de grossesse, Eric Smadja. Favorise-t-il, pour autant, l'essor des conduites non exclusives sur le plan sexuel du fait que le risque d'être enceinte s'affaiblit? C'est un postulat car ce facteur d'émancipation féminin fait de la sexualité une dimension qui n'est plus nécessairement synonyme de reproduction. La pilule est la promesse d'une plus grande autonomie de la femme vis-à-vis de sa vie sexuelle et du risque, entre guillemets, d'une parentalité.
Par extension, cela suppose que la femme gagne du pouvoir d'agir dans le couple et sur ses éventuelles conduites individuelles telles qu'un désir d'ailleurs, ibid. Il n'en reste pas moins que durant la postmodernité, la pilule est surtout le signe que l'homme n'est plus nécessairement l'unique décisionnaire de l'avenir d'une grossesse. L'arrivée de cette contraception permet, principalement, que les places dans le couple mutent, que la hiérarchisation coupale soit interrogée et qu'une forme d'égalité entre les partenaires tende à s'amorcer. Égalité où le fait de jouir sans entrave de sa sexualité auprès de divers partenaires est un luxe de plus en plus souhaité et souhaitable pour les femmes, nous dit Mona Chollet. Deuxième bouleversement du XXe siècle, il concerne la sexualité féminine avec la loi Veil du 17 juin 1975 qui autorise l'interruption volontaire de grossesse, IVG. Là où le débat féministe souligne un progrès sans précédent allant dans le sens d'une égalité homme-femme, certains conservateurs psychanalystes interrogeront l'impact traumatique de cette pratique, la dimension symbolique concernant la fantasmatique du meurtre, si ce n'est la remise en cause de l'ordre symbolique de cet acte effacé. L'IVG est, chez certains orthodoxes, envisagée comme une action dénaturalisante si l'on postule qu'elle dénie l'une des fonctions suprêmes de l'être, qu'est la reproduction de l'espèce. Ces quelques considérations contestatrices mises à part, l'IVG est le signe que l'humain, désormais, place la sexualité et le plaisir au cœur de ses préoccupations. Détacher la sexualité de sa fonction primaire témoigne bel et bien de l'importance qu'elle occupe dans nos relations. Pour preuve, l'Organisation mondiale de la santé en viendra à produire un rapport technique, éducation et traitement en matière de sexualité humaine, en 1975, où elle légitime la différenciation entre sexualité reproductrice et sexualité non reproductrice. La véritable révolution aura lieu en 2006, selon le directeur de recherche de l'INSERM, Alain Guillamy. En effet, l'OMS introduit cette année-là les notions de bien-être et de plaisir à sa définition de la santé sexuelle. Ouvrez les guillemets. Un état de bien-être physique, mental et social eu égard à la sexualité, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité. La santé sexuelle s'entend comme la possibilité de vivre des expériences sexuelles agréables et sûres. Fermez les guillemets, OMS 2006A. Cela est bien le signe que la sexualité contemporaine tend à tenir une place toute particulière dans la vie relationnelle du sujet. Elle peut être envisagée sous l'angle du plaisir. Dès lors, externaliser ses relations sexuelles devient une potentialité déculpabilisant l'idée selon laquelle l'infidélité est une faute. Elle peut maintenant devenir une réponse à un besoin. Esther Perel, Mona Chollet. Lorsqu'on observe ces deux révolutions, que sont la contraception féminine et l'IVG, un point commun saute aux yeux. La fécondité devient relativement maîtrisable. Si l'on croise cette évidence avec le fait que ces révolutions ont concouru à l'émancipation féminine, deux questions se posent à nous. Qu'est-ce qui justifie que l'émancipation de la femme soit associée à sa maîtrise de la fécondité ? N'est-ce pas le contrôle de la fécondité qui permet l'émancipation de la femme ? Plus encore, ce contrôle favorise-t-il l'essor des relations non exclusives ? Les femmes aujourd'hui, en France, ne sont plus dominées par les hommes avec la même vigueur que dans les siècles derniers. Bien sûr, du chemin reste à parcourir. Une véritable égalité n'est toujours pas advenue, hélas. Mais en l'espace de quelques décennies, les choses ont grandement avancé. Elles jouissent d'une plus grande indépendance financière, sociale, professionnelle et personnelle. Cela est, peut-être, à mettre en lien avec le fait qu'elles n'ont plus l'obligation de féconder, mais le choix de le faire. Ce virage fut, peut-être, une véritable révolution pour la liberté et l'émancipation de la femme. Pour expliquer cette supposition, qui écoutée ainsi peut paraître abrupte, je me référerai aux travaux de Françoise Héritier. Elle nous enseigne que la fécondité est corrélée à la domination masculine depuis toujours. En revanche, l'infécondité, je ne parle pas de stérilité, particulièrement marquée à la ménopause, offre un autre statut à la femme dans bien des sociétés depuis bien des époques. Héritier nous apprend qu'à partir du moment où la femme cesse d'être féconde, elle se rapproche du statut masculin, dit-elle. L'auteur reprend d'ailleurs une illustration clinique tirée des travaux d'Oscar Lewis qui atteste de cela. Chez les Indiens, au Canada, la femme peut, pour peu qu'elle soit bien née, et épouser le bon mari, et eu un fils, combinaison complexe nous en convenons, et bien une fois ménopausée, elle devient, d'après eux, une femme à cœur d'homme. C'est-à-dire qu'elle, j'ouvre les guillemets, acquiert alors une liberté quasi masculine et le droit d'adopter des attitudes et des activités interdites aux autres femmes. Par exemple, jurer, prendre la parole en public, boire de l'alcool, organiser des fêtes, etc. Fermez les guillemets. Cet exemple suppose qu'une femme peut conquérir sa liberté, s'extraire de la domination masculine à la condition qu'elle ait pu féconder, mais qu'elle ne le puisse plus. Aujourd'hui, avec la contraception et l'IVG, la donne a changé. Elle peut, mais, si elle souhaite, peut renoncer à son aptitude à la reproduction. La réalité de fond est la même.
Le fait de pouvoir féconder mais de ne pas le faire, ou d'avoir pu mais de ne plus pouvoir, est l'une des conditions de l'émancipation féminine. Peut-être qu'en permettant à la femme de ne plus féconder, par là même, cela a permis qu'elle obtienne des privilèges attribués autrefois aux femmes ménopausées. À notre époque, si la femme peut plus ou moins aisément entreprendre les mêmes activités que les hommes, c'est justement parce qu'elle a le contrôle de son aptitude à la reproduction. C'est cela qui lui offre sans doute la possibilité d'avoir, enfin, un statut quasi équivalent au masculin. Parti de là, il est intéressant d'observer que l'essor des relations non exclusives, des aventures d'un soir au polyamour, se démocratise décennie après décennie. Cela suppose-t-il que la non-exclusivité, détachée de la forte potentialité d'avoir un enfant, émerge puisqu'il s'agit d'un désir réprimé par l'humain? Ces tests tentent d'y répondre, mais nous postulons pour l'heure qu'il s'agit de l'un de ces facteurs. Au-delà des dimensions des régimes d'union et des effets de la libération sexuelle sur l'externalisation relationnelle, concentrons-nous désormais sur un autre objet procédant de la libération sociale, celui relatif aux identités de genre et sexuelles. La déconstruction du modèle traditionnel. Dans ces combats louables pour l'égalité, ceux de l'identité de genre et de la libération sexuelle sont notables. En Occident, ces combats sont étroitement corrélés à la sexualité, nous dit Laurie Laufer. Au cours de l'histoire, la sexualité a connu maintes remaniements que nous avons explorés précédemment. En substance, il ressort que la libération sexuelle, événement culturel éminemment politique, visait une relative égalité de genre mais aussi des identités sexuelles, hétéro, homo, pansexuels, etc. Ce projet de société fut soutenu par une culture capitalistique qui place le choix au cœur de son modèle d'après Eva Illouz. Ce choix en question est bien souvent lié à la sexualité, qui suppose qu'une femme, comme un homme, peut jouir de bien des manières avec bien des partenaires, qu'importe leur orientation sexuelle, s'ils l'ont décidé. Ce choix, nous dit Illouz, repose sur le droit de ne pas choisir, ce qui crée une société du non-choix. Ainsi, le progrès humain lié à l'égalité des sexes, de genre et d'orientation sexuelle est vecteur de changement positif. Idéologiquement, les minorités prémodernes et majorités défavorisées peuvent s'épanouir sexuellement, mais aussi affectivement, sans honte, en toute liberté, avec qui elles veulent, donc en toute équité, autant qu'elles le désirent. Cela a également contribué à l'émergence du consentement sexuel, un pan essentiel pour une sexualité harmonieuse, défend la journaliste et essayiste Cholet. Le pendant paradoxal demeure, d'une part, que cette contractualisation, nous dit Barbara Smaniotto, conduirait presque à désexualiser la sexualité, où le discours juridique, voire criminologique, régule les pratiques sexuelles, frôle le commercial. Après tout, le corps n'est-il pas devenu une marchandise comme les autres, demande-t-elle. Relation qui au fond se réduit à sa norme à soi, à l'individuel, à l'individualisme poussé à l'extrême. Vendu, entre guillemets, comme liberté. Dès lors, comment se connaître, se rencontrer en particulier dans le champ de l'altérité? L'économie sexuelle, dit-elle, se limite à une transaction de plus en plus normalisée. Fermez les guillemets. Par ailleurs, cette culture de l'ultra-sexualisation place le sexe au cœur de son univers, Eva Illouz, rendant la relation affective parfois insuffisante et la vie conjugale franchement peu attractive puisqu'un seul partenaire semble dérisoire comparativement à l'offre immense que le marché de la jouissance met à disposition. Chaumier. De fait, les relations adultérines, motif fréquent de rupture chez les couples exclusifs, impactent la durabilité du couple hypermoderne, Eric Smadja. En cela, la question d'une mutation du rapport que le couple entretiendra à l'avenir vis-à-vis de la norme de l'exclusivité sexuelle et affective se pose. Une construction, ou plutôt une déconstruction de ce modèle au profit de relations plus ouvertes, c'est-à-dire plurielles, peut être envisagée par certains comme une alternative à l'instar des polyamoureux ou couples libres Eston et Hardy. Cependant, cette mutation peine à s'instituer car nous sommes pris dans un paradoxe. Nous nous dégageons des dogmes de la religiosité imposant des règles, valeurs et attitudes prescrites, en valorisant plutôt la réalisation de soi. Seulement, dans le même temps, n'ayant pas encore de référence institutionnelle ou un socle idéologique suffisamment structuré, nous permettant de conjuguer avec cette nouvelle aspiration, nous continuons de nous référer, au moins tacitement, aux normes officielles de la monogamie. Ainsi, la fidélité, ou du moins l'exclusivité, sexuelle et affective, reste encore aujourd'hui l'une des valeurs princeps et supposément naturelles attachées au couple, alors qu'elle suppose l'inverse de ce à quoi bon nombre de ses membres contemporains aspirent. Les premières tentatives allant dans le sens d'une véritable déconstruction des fondations du couple traditionnel reviennent pour l'heure à quelques minorités issues de la communauté LGBTQIA+, comme les polyamoureux, si ce n'est les couples marginaux ancestraux, tels que les libertins. Nous verrons dans cette recherche en quoi ces déconstructions peuvent nous aider à penser les mutations parcourant le couple d'aujourd'hui
et de quelle façon il contribue à reconfigurer les normes de celui de demain. Il me semble ici important de marquer un bref temps d'arrêt afin de clarifier ce que j'entendrai par le terme déconstruction. Il sera à entendre dans cette thèse au sens de Jacques Derrida, de Plus d'un langage. Derrida pense la déconstruction comme une critique de l'identité du sujet enserrée à un cadre culturel. Plus précisément, je lis sa formule, quelque peu nihiliste, comme un processus, une transformation des expériences en une nouvelle manière de les appréhender, percevoir et donc de les penser. C'est, en somme, un exercice de symbolisation, car quand nous symbolisons, nous transformons une chose en une autre façon de la penser, tout pain. Cette nouvelle manière de percevoir, penser, qu'aucun langage, champ lexical ou dimension symbolique connue ne puisse définir, suppose que le sujet vit une expérience de subjectivation, si ce n'est de reconfiguration de son être. Être naissant à partir de l'ignorance de ce qui, jusqu'ici, ne pouvait advenir à ses yeux. Le terme de déconstruction, au sens de Derrida, ne doit pas être confondu avec celui qu'emploie également le courant dit woke. Ce dernier y voit, lui, une critique des grands récits historiques de l'humanité. Le wokisme conçoit la déconstruction non pas comme une critique de l'identité du sujet, comme Derrida, mais comme un effort de dissolution de la situation politique de l'individu. D'où sans doute son attachement à la théorie du genre, à la théorie critique de la race et la théorie intersectionnelle, nous dit Brostein. Cela étant dit, nous avons démontré, dans l'ensemble de cette sous-partie, que les bouleversements des régimes d'union, la libération sociale et l'effritement des piliers séculaires du couple à l'instar de l'obligation de fidélité laissent à la non-exclusivité davantage d'espace pour se développer. L'essor des couples de type non exclusif au travers de l'avènement du modèle polyamoureux. Nous avons vu, dans la sous-partie 5.4, que la période moderne voit naître les prémices de ce qui sera l'amour pluriel avec Charles Fourier notamment, et en France, le couple Sartre et de Beauvoir. Il n'en reste pas moins que la communauté américaine Quérista participera à la création d'un courant de pensée, voire un mode d'organisation concret, à destination des couples non exclusifs, encore à la recherche d'un nom, les polyamoureux. Dans leur sillage, naîtront les couples libres, anarchistes relationnels, que nous présenterons également. Néanmoins, nous nous attellerons ici à présenter comment le polyamour l'est devenu et par quel intermédiaire, disons figure, il s'est progressivement inscrit dans notre culture. Enfin, nous finirons par présenter les symboles, à savoir les drapeaux, qui les représentent et les significations qu'ils possèdent aux yeux de la communauté. La communauté Quérista, de New York à San Francisco. Cette communauté naît à New York au milieu des années 50. En ce temps-là, elle initie la possibilité d'amour dit pluriel, en vivant à plusieurs couples, en ménage, dans un même logement par exemple. La communauté s'exportera de la ville qui ne dort jamais pour se développer en Californie, à Los Angeles et surtout à San Francisco au début des années 70. C'est à San Francisco, en 1971, que la communauté Quérista prend de l'ampleur, gagne en visibilité et exercera une profonde influence sur l'advenue du mouvement polyamoureux. D'après le site de référence des polyamoureux, la communauté Quérista de San Francisco se construit à cette époque sur les idées du mariage de groupe, des ressources économiques partagées et de la communauté intentionnelle. La communauté était organisée en groupes, clusters, chacun, composé habituellement de 4 à 15 membres, et fonctionne comme un seul groupe polyfidèle, c'est-à-dire être fidèle à plusieurs personnes à la fois. La communauté de Quérista a plaidé en faveur du contrôle de la responsabilité individuelle par le groupe, allant même parfois jusqu'à prendre des décisions de groupe sur la vocation de chaque membre et en assignant les membres à des partenaires en sommeil, le tout selon un calendrier rotatif. La commune s'est dissoute après de très graves divisions internes au début des années 90, en 1991 précisément. Autrement dit, le polyamour émerge au début de la période postmoderne et se démocratise petit à petit au cœur de cette dernière. Il faudra cependant attendre le début des années 90 pour que le terme polyamour, du grec poly, plusieurs, et du latin amori, amour, émerge dans le socius, notamment via les médias tels qu'Internet. Tentons de déterminer comment le terme qui qualifie ce modèle relationnel non exclusif a émergé. La fabrique d'un nom, symboliquement, détermine en grande partie la possibilité qu'elle puisse être figurable, et donc qu'elle soit reconnue, dans l'espace social. De monogamie non responsable en passant par le polyamour. Avant que polyamory soit utilisé, la communauté usa de la formule responsible non monogamie, ceci durant les années 70. Ce terme fut inventé par la psychologue clinicienne américaine polyamoureuse Deborah Taj Hanapol. Responsible non-monogamie peut être traduit en français par non-monogamie responsable.
Des controverses existent au sein de la communauté polyamoureuse quant à la date où fut inventé pour la première fois le terme désormais universel de polyamour. Il semblerait qu'un consensus fut trouvé quant à sa date de création en 2015, année du décès d'une de celles qui en serait la précurseur, Deborah Tajana-Paul. Elle aurait coélaboré les prémices de cette formule entre 1986 et 1988 à Mill Valley, au milieu d'une conversation avec son polycule composé de Paul Glasgow, son mari à cette époque, de Timothy Zell et de Diana Moore, connue sous le pseudonyme de Morning Glory. Le mythe nous dit que le terme polyamorous, soit les relations polyamoureuses, fut créé dans la cuisine de Paul Glasgow et de Deborah Taj-Anna-Paul, qui étaient accompagnés justement de Morning Glory et Timothy Zell. Ils échangeaient sur la manière dont ils pourraient qualifier leurs relations plurielles, autrement qu'en utilisant la formule responsable non-monogamie. Timothy Zell et Morning Glory étaient réfractaires à l'usage de la négation non présent dans non-monogamie. La nouvelle appellation, polyamorous, apparut au fil de la conversation, ce qui séduisit l'ensemble de la polycule. Morning Glory s'est attelé, dans la foulée, à écrire un article inaugural pour la communauté polyamoureuse, un bouquet d'amour. Il pose les bases du fonctionnement et des subtilités qu'impose une dynamique relationnelle polyamoureuse. L'article ne contient, cependant, pas le terme polyamory, seulement polyamorous. Il faudra attendre 1992 pour que le terme définitif qui qualifie la communauté polyamoureuse, à savoir polyamory et non polyamorous, apparaisse. Cela se fait à l'initiative de Jennifer Webbs, qui créera le groupe alt.polyamory sur le forum Usenet. Ainsi, polyamory fut fondé par cette dernière, mais la communauté polyamoureuse souligne qu'il est inspiré, bien généreusement, des élaborations de Deborah Taj-Anna-Paul et sa polycule. Elles sont considérées comme les figures fondatrices du terme, qui qualifient ce modèle relationnel, et pour certains, elles représentent les égéries du mouvement. C'est à la fin des années 90 que polyamory traverse l'Atlantique pour se présenter à nous, Français, sous le terme de polyamoureux. La communauté hexagonale souligne que polyamoureux est un terme dit parapluie dont le dérivé est polyamorie. Ces deux nominations sont alternativement utilisées par les membres de ce cercle. Ainsi, à leur image, j'utiliserai également ces deux acceptations durant la recherche. Avant de terminer, un point linguistique s'impose tout de même. Au niveau lexicogénique, le morphème lexical amour, présent dans polyamour, vient de la racine latine amor, là où poly vient du grec plusieurs. Polyamory, en anglais, signifie donc plusieurs amours possibles, et non pas plusieurs amoureux possibles, comme le laisse entendre la traduction française. De fait, pour les anglo-saxons, à l'origine de cette dénomination, employer poly et amoureux représentent un contresens linguistique, car eux n'utilisent pas le terme polylover, mais polyamory pour qualifier les membres de la communauté. Tentons désormais de présenter quelques figures, sans doute serais-je non exhaustif, de cette communauté. Figures ayant émergé à la suite de la création du terme qui désormais qualifiera ce modèle coupable. Les figures de la polyamory. En 1997, Dossie Heston, thérapeute de couple et de la famille à San Francisco, et Janet Hardy, essayiste, éditrice de San Francisco également, rédigent The Ethical Salt, ou La salope éthique en français. Il s'affiche et demeure le livre de référence du polyamour, ou le guide des possibilités sexuelles infinies, pour reprendre son sous-titre en français au sein de sa première édition, devenu le guide pratique pour des relations libres sereines dans sa version actuelle de 2021. Je propose en annexe 12 une note de lecture concernant cet ouvrage, posant les bases idéologiques du mouvement. Cette note, rédigée par mes soins, fut publiée dans la revue Clipsy Info 3. En France, la pionnière du polyamour reste Françoise Saint-Père. La journaliste consacrera de nombreux écrits sur la question, alliant des conseils pour une vie polyamoureuse épanouie, entre guillemets, la constitution de principes relatifs à l'éthique dans une relation plurielle et le partage de ses expériences polyamoureuses. Précisons que son ouvrage de référence sur le sujet demeure Aimer plusieurs hommes, 2002. Il fut maintes fois réédité et augmenté jusqu'à aujourd'hui. Plus récemment, toujours en France, Isabelle Brouet, scénariste, réalisatrice, écrivaine et thérapeute, s'impose comme une figure dans la communauté à plusieurs titres. Premièrement, médiatiquement, car elle réalise Lutine en 2016, un film à la frontière de la comédie et du documentaire traitant du polyamour. Françoise Saint-Père y est d'ailleurs présente. Il sera plébiscité par la communauté, mais aussi dans le milieu du 7e art, car Lutine remporte 2 prix au Vancouver International Women in Film Festival en 2017, meilleur long métrage et meilleur scénario. Deuxièmement, Isabelle Brouet est reconnue pour son engagement dans le milieu polyamoureux, notamment parce qu'elle s'exprime en conférence sur le sujet et organise des cafés poly
Ces engagements sont également thérapeutiques, coaching et thérapie en intelligence relationnelle. Enfin, troisièmement, elle rédige actuellement un ouvrage sur la question du polyamour qui est attendu par la communauté. Ces figures sont des visages au sein de ce cercle, mais comment ce modèle se représente-t-il symboliquement en tant que communauté dans l'espace social? Pour répondre à cette question, il nous faut revenir en 1995, où une autre figure fut, cette fois, exclue par la Horde. Du drapeau évitant la prise en flag, devenant le drapeau prise en flag. Communauté oblige, en 1995, Jim Evans crée à sa propre initiative le drapeau de la dite fierté de la polyamorie. J'invite l'auditeur à le consulter sur le manuscrit principal de la thèse. Le site LGBT Nation explique sa signification. Le bleu symbolise l'honnêteté, la communication et l'ouverture entre tous les partenaires. Le rouge représente l'amour, la passion et l'affection. Le noir représente la solidarité avec les personnes polyamoureuses qui ressentent le besoin de cacher leur relation au monde en raison de la stigmatisation et des pressions pour se conformer à la société. La lettre grecque pi représente la première lettre du mot polyamour. Certains ont également interprété la lettre comme un symbole de l'amour infini entre partenaires. La couleur dorée du pi symbolise l'importance de l'attachement émotionnel dans les relations polyamoureuses. Cela représente la capacité des personnes polyamoureuses à aimer plusieurs personnes à la fois, plutôt que de simplement éprouver une attirance physique ou avoir des relations physiques. Bien que l'initiative soit appréciée par la communauté au départ, le symbole pi laisse bon nombre de ses membres sceptiques. Pi aurait une connotation bien trop algébrico-géométrique. Jim Evans dut alors se justifier de ce choix en 2016 sur un blog. Il explique qu'en 1995, il utilisait le logiciel Microsoft Paint, proposant peu d'alternatives en termes de symboles. Le site LGBT Nation rapporte qu'il aurait pu recourir, par exemple, à un cœur, mais qu'il aurait préféré le pi pour deux raisons. La première est relative à l'anonymat. Le pi évite que ceux qui recourent à ce drapeau soient trop rapidement identifiés comme polyamoureux par ceux qui ne le sont pas, la communauté se considérant relativement stigmatisée durant les années 90. La seconde raison, pour limiter la confusion entre communautés, le symbole du cœur était déjà présent sur le drapeau de la fierté queer créé par Tony DeBlase. Et il n'en reste pas moins que Jim Evans est véhémentement bousculé par la communauté au point de s'en sentir expulsé. Afin de le destituer de sa figure de créateur du totem social de la polyamorie et qu'une plus vive adhésion au drapeau polyamoureux se fasse jour, les directeurs fondateurs du site Polyampound, Chicago, organisent un vote en ligne en novembre 2022 pour que soit élu un nouveau drapeau de la fierté polyamoureuse. Plus de 30 000 personnes participeront à ce vote dématérialisé. Le 12 décembre 2022, le nouveau drapeau est alors dévoilé. Il s'agit de celui présent dans le manuscrit principal, créé par Red Owell. Ce drapeau est désormais placé dans le domaine public. Ce processus de création du drapeau m'évoque spontanément un phénomène totémique qui a largement développé Freud. Nous retrouvons en tout cas des analogies frappantes avec le mythe. En effet, la communauté, comme les frères, se sont alliés pour manger, entre guillemets, Jim Evans, ayant créé le totem premier de la polyamorie. Ce père originel possédait la propriété de ce qui socialement identifie la communauté. Contestant son monopole, les frères se sont alliés pour collectivement l'en déposséder, car individuellement, comme Freud le souligne, les frères n'auraient pu. L'analogie atteint ses limites toutefois ici, puisque le père tout-puissant primitif n'a jamais existé dans le mythe, là où Jim Evans, si. En revanche, l'analogie reste intéressante si l'on songe à une remarque proposée par le psychanalyste Max Kohn. Pour les primitifs, le nom est la partie essentielle d'une personne. Parce qu'en connaissant le nom d'une personne ou d'un esprit, on acquiert un certain pouvoir sur le porteur du nom. Or, le père primitif n'en possède pas dans le mythe, tout comme dans la Horde. Dans la communauté polyamoureuse, il est remarquable que les sujets ne se présentent pas par leur patronyme civil mais par des pseudonymes. Ici, il en va de même, puisque Jim Evans est un pseudonyme au même titre que ceux qui l'ont symboliquement tué en tant que représentant de la communauté, ou encore celui qui l'a destitué, Red Owell, était celui qui a créé le nouveau drapeau. Ainsi, comme dans le mythe, les frères ont assouvi leur identification avec le père défunt, en sa qualité de père primitif au nom d'une forme de culpabilité. La communauté reconnaît avoir été véhémente à son endroit, dans l'après-coup, en l'ayant expulsé de la sphère polyamoureuse. De cette culpabilité découle une volonté de repentance se traduisant par un interdit, la mise à mort du totem, substitut du père. Cela explique pourquoi ils conservent le totem du drapeau qu'Evans a proposé, comme pour renoncer aux bénéfices du résultat de leur meurtre, mais choisissent d'en créer un nouveau à la place qui, cette fois, sera élu par les membres de la Horde. En résumé, cette sous-partie démontre que la polyamorie s'est progressivement installée dans l'univers de la coupalité, revendiquant une non-monogamie responsable ou
une non-exclusivité coupable, assumée, reposant sur deux piliers idéologiques, l'éthique, chaque partenaire accepte d'être non exclusif et que ses partenaires le soient, et le consentement, chacun consent à partager son ou ses partenaires de manière explicite. Le polyamour est une modalité de couple qui nous vient des États-Unis et qui s'est démocratisée en France au début du second millénaire. Des figures, mythes, objets de transmission et de savoir si ce n'est des emblèmes permettent de lui donner un corps, une consistance, une singularité, des principes, valeurs, règles et normes, mais, surtout, une histoire vouée à s'inscrire dans la permanence. En somme, le polyamour possède bien des caractéristiques propres à toute institution. Peut-il être considéré alors comme tel ? Mais notons que ce milieu refuse tout ligotage institutionnel. Ceci est à mettre en lien avec nos considérations préalables sur l'impact de la libération sociale sur nos contemporains, à savoir un désir de se désaffilier. Afin de clôturer cette élaboration autour de l'émergence des couples de type non exclusif, je souligne que d'autres modèles, moins connus ou reconnus, existent dans l'univers sentimentalo-sexuel contemporain. Je pense notamment aux couples libres, sex friends, plan cul, décrits dans le chapitre 4. Leur existence est étroitement liée aux évolutions inhérentes à la non-exclusivité décrite jusqu'ici. Simplement, leur mode de structuration n'est pas encadré par un régime communautaire comme peut l'être la polyamorie. Il serait davantage à envisager comme les cousins éloignés ou rejetons, oserais-je dire institutionnels de ce mouvement bien qu'ils aient des principes, règles, valeurs, si ce n'est des normes bien spécifiques. Soucieux de nous inscrire dans le présent, nous allons conclure ce chapitre avec une tentative de synthèse de cette partie en ce qui concerne la place de la non-exclusivité dans la vie du couple contemporain. Puis enfin, nous argumenterons qu'un profil particulier de sujet semble émerger dans l'espace du couple du fait de l'affaiblissement des métacadres institutionnels référés au couple, à l'instar de la famille, de la religion et du mariage. Sous-partie 5.6 Ouverture sur l'émergence du pur sujet stoïque. Avant d'ouvrir mon élaboration, je tiens à refermer ce volet historique en le synthétisant pour que le lecteur identifie les instants me semblant marquants en ce qui concerne la place de la non-exclusivité dans la coupalité. Je proposerai donc une brève rétrospective de nos considérations en ce qui concerne son évolution. Ensuite, je proposerai une définition de ce que j'intitulerai le pur sujet stoïque. Rétrospective de la socio-historisation du couple exclusif et non exclusif. J'ai tenté de démontrer que le couple archaïque était relativement non exclusif jusqu'à l'apparition du Nouveau Testament, que ce dernier l'a contraint à l'exclusivité durant l'Antiquité, surtout sexuelle, sans pour autant que cela ne s'institue pleinement. C'est davantage la fin du Moyen-Âge et l'entrée du couple dans la période moderne qui signe l'obligation d'exclusivité sentimentalo-sexuelle d'un point de vue social, juridique, mais aussi moral. La postmodernité, en lien avec la libération sociale, ouvre des perspectives timides, mais non moins nouvelles quant à la possibilité qu'émergent des modèles de couple plus ouverts à l'externalisation relationnelle. L'hypermodernité, elle, a rendu prégnant ce qui s'amorçait durant la postmodernité, à savoir que les piliers séculaires du couple, mariage, droit, famille, s'effritent. L'assouplissement des contraintes qu'ils établissaient régissait jusqu'ici la vie coupale, devoir de fidélité, fructification du patrimoine, etc. Cet affaiblissement de ces garants institutionnels, considérés comme des métacadres sociaux et psychiques, implique une reconfiguration des normes du couple, notamment en ce qui concerne son rapport à l'exclusivité. Le couple est, désormais, un espace relationnel qui se réinvente. De la rencontre amoureuse à la manière de vivre sa relation, jusqu'à la façon d'accueillir la rupture, le script conjugal se transforme. La dernière partie de cette thèse l'argumentera généreusement. De plus, de nouveaux modèles relationnels concourent à donner à la coupalité une forme de plus en plus émancipée du modèle traditionnel monogame judéo-chrétien. Le couple se présente comme un lieu d'inventivité où les sujets peuvent dessiner les contours du lien sans nécessairement se référer à des valeurs, principes, règles ou normes standardisées. Du couple monogame au polyamoureux, libertin, en passant par les relations libres ou d'un soir, nous le verrons durant nos futurs chapitres, la coupalité contemporaine est un espace de créativité sans cesse renouvelé. Et c'est à travers la manière dont elle traite son rapport à l'exclusivité que cela s'illustre particulièrement. Il n'en reste pas moins que ces considérations participent à ce que nous envisagions avec un regard nouveau l'économie psychique des sujets du couple qui sont pris et partie prenante de ce cadre socio-culturel en mutation. Ouvrez les guillemets. Les mutations du champ social ont des incidences sur plusieurs plans,
qui touche les sujets à la fois dans leur intériorité, dans leurs liens, dans leur mode d'alliance et dans leur référence à la vie collective, groupe, institutions, société, culture. Les maillages entre ces différents espaces psychiques se construisent dans des relations concrètes à un système d'appartenance qui donne un ancrage à l'identité de chacun et aux lois communes, explicites et implicites, permettant le vivre ensemble et au-delà les rapports au commun et partagé ainsi qu'à la culture. Fermez les guillemets. Emmanuel Graton, Didier Drieux, Christophe Bitelot, Georges Gaillard, Philippe Dresky. Le champ du couple est pleinement impacté par ces mutations, notamment en ce qui concerne la capacité qu'a le sujet du couple à s'inscrire dans une trame symbolique partagée et partageable. C'est sur ce point que je souhaite axer mon élaboration et ainsi la clôturer dans ce chapitre socio-historique. À cet effet, je vais présenter ce que j'entendrai par pur sujet swaïque. La notion de pur sujet swaïque. Les bouleversements socio-historiques relatifs au champ du couple nous invitent à considérer que les sujets contemporains focalisent le choix de leur partenaire en fonction de sa capacité à le soutenir dans sa réalisation individuelle et non dans celle qui le soutient à être sujet de l'inconscient. René Caès. François de Singly le faisait remarquer déjà en 1996, ouvrez les guillemets. Un bon partenaire, désormais, c'est celui qui sait aider l'autre, le conjoint ou son équivalent, à être lui-même, à développer ses capacités personnelles, à s'épanouir. Le couple se pense dans l'accomplissement mutuel. Fermez les guillemets. Ainsi, je postule provisoirement que certains sujets privilégient les relations non exclusives car elles offrent la possibilité d'obtenir une multitude d'objets gratifiant le sentiment narcissique du non exclusif. Conséquence de ce phénomène, un nouveau profil de sujet semble émerger. Je l'intitulerai le pur sujet swaïque. Il s'agit ici d'un point important, car c'est à partir de ces caractéristiques que j'envisagerai l'hypothèse que la non-exclusivité lui offre la possibilité d'un comblement narcissique venant compenser sa possible souffrance identitaire narcissique. Pour davantage de clarté, je prendrai chaque terme de cette formule isolément. Le terme pur signifie quelque chose dont les caractéristiques, les qualités sont entières, sans mélange, sans dégradation due au métissage. Comme défini en introduction de cette thèse, le terme sujet désigne une personne, c'est-à-dire un sujet de l'inconscient. Ainsi, pur sujet est à comprendre comme une personne qui ne souffrirait symboliquement et fantasmatiquement d'aucune intrusion du dehors dans le dedans. Le mot swaïque est un concept inspiré des élaborations d'Edith Jacobson. Il désigne la personne totale du sujet, son enveloppe corporelle et l'ensemble de ses parts, ainsi que son organisation psychique et les parties de celle-ci. L'ensemble de la formule pur sujet swaïque désigne alors un sujet étant dans une quête perpétuelle de transfiguration de lui-même, où toutes les réponses aux questions tenant à l'élucidation de l'être se trouvent à l'intérieur de soi. Conséquence de cela, il prend des distances avec son environnement au bénéfice d'une valorisation ou survalorisation de ce qui se passe en lui et en ce qui le concerne en premier chef, notamment son narcissisme. Pour y parvenir, il s'inscrit dans une quête de dépassement de ses limites personnelles et de celles qu'impose l'extérieur. Aubert parle d'un mouvement d'autodépassement guidé par un fantasme de transcendance où le sens de toute chose n'est pas à l'extérieur, mais est cherché en soi au détriment d'une rencontre de l'essentiel de l'autre. Ainsi, le sens de toute chose est projeté de l'intérieur vers l'extérieur. La non-exclusivité, impliquant une multitude d'objets changeants et parfois interchangeables, semble répondre pleinement aux exigences de ce profil. Précisons que je ne considère pas le pur sujet swaïque comme un profil psychologique pathologique, du moins pas encore. Je l'envisagerais plutôt comme étant l'archétype du contemporain, pris et partie prenante d'un environnement du lien atomisé par des exigences de réalisation individuelle, l'obligeant à renoncer à la quête de la rencontre des altérités. En ce sens, il se présente comme le porte-symptôme d'une psychopathologie du lien social, nous y reviendrons.